Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Bienvenue, c'est dimanche, ce jour de diffusion. Nous, on enregistre vendredi, donc on est un peu encore là, sous le choc, un peu groggy de ce qu'on a entendu hier. Si vous n'êtes pas au courant, le forfait pour la fin de la saison de Victor Wembanyama, on a fait un CQFR spécial jeudi soir, j'allais dire dans la nuit de jeudi à vendredi, comme si on était, tu sais. Il faisait nuit, Pierre, Il ça faisait nuit, compte, c'est la il nuit. faisait nuit. Ça compte comme ça, c'est vrai. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver. On va parler de plein de bonnes choses. On va avoir un invité très spécial qu'on est ravis de recevoir aujourd'hui. Mais déjà, Théo, comment tu vas? Je sais que toi, tu as quelques heures des vacances, donc ça va plutôt pas mal. Eh ben écoute, ouais, moi ça va bien, à part effectivement le coup dur là pour Victor, sa famille, ses proches et puis pour le basket en général. Effectivement, j'ai très hâte de pouvoir plier mes bagages, de filer vers le sud, d'aller checker mon gars Pierre Armand et mon pote Nico et passer une petite semaine au soleil histoire de recharger les batteries, parce que d'ailleurs on sera dans du bouclage pour le MOOC Rivers. On vous prépare des belles choses, donc ouais, j'ai bien besoin de faire un petit break. Bon, et comme je vous le disais, on va avoir un invité assez spécial. Si vous suivez, si vous êtes amateur de podcast, c'est un podcasteur de première catégorie. Vous l'avez vu sur Topito, vous le suivez peut-être sur scène en tant que stand-upper, et puis un podcast de basket qui s'appelle Airball très récemment. Ça fait 1 an, ils ont fêté leur 1 an il n'y a pas très longtemps. Donc c'est Urbain qui est avec nous. Comment tu vas, Urbain? Merci d'être là déjà. Ah bah merci à vous, merci beaucoup. Eh ben ça va mal. Moi je suis un baskettique, je me suis mis à faire un podcast parce qu'il y avait Victor Wembanyama. Maintenant c'est fini, moi c'est terminé, hein. Alors là, il n'y a plus rien. Alors là, non, mais c'est la ligue n'a plus aucun intérêt pour moi. Donc on va parler basket si vous voulez. Non, mais c'est vrai que tout tourne beaucoup autour de Victor. Et bah, c'est mes pires cauchemars, quoi. Surtout de savoir que on voit que le gars évite tous les genoux et tout. 3 heures de préparation physique, on est obligé de le voir faire du pilates, du yoga avant chaque match et tout ça pour que ce soit un caillot de merde. Voilà. En plus, on dit c'est le seul joueur qui joue hard au All-Star Game. Bah super, il va se blesser, donc il aurait dû faire comme ces cons d'Américains et rien branler au All-Star Game. Donc non, je suis furieux. En plus, je pense que les Spurs vont quand même être bons sans lui, parce que Fox est énorme. Et donc, je pense qu'en plus, ils vont mourir juste avant le play-in, même pas nous donner l'occasion de tanker. Donc voilà, j'avoue que c'était mon pire cauchemar que Victor ait un truc. En plus, on va avoir peur, en fait. On a peur pour sa santé, on a peur que ça revienne, cette saloperie. Donc, à part ça, hyper heureux, super content de participer à votre émission. J'ai vu l'émission sur Air One il n'y a pas longtemps, j'en avais écouté d'autres. Donc voilà, très content d'être là. Donc on prend au pire moment possible, en fait. On t'invite le pire jour possible. Il y avait aussi, en tant que fan en fait, toute ma ligue a changé là. C'est-à-dire que moi, je regarde les Lakers d'un duo que j'adorais et les Spurs avec le meilleur prospect français et tout court de l'histoire. Et là, bah, tu vois, en 2 semaines, tu me parles, c'est pas la même ligue. On a changé de sport, quoi. Pour moi, personnellement, quoi. C'est une vie qui s'effondre, c'est même pas une ligue qui s'arrête, c'est l'ensemble. Mais en plus, hier, quand j'ai entendu thrombose de la veine profonde, j'ai l'impression que tu sais, on va te dire, tu poses aux questions, combien de temps au médecin pour guérir? Non, à vivre. Combien de temps il reste à vivre, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est le truc, il est horrible. Et moi, ce qui m'a fait flipper, c'est ils sont optimistes pour la reprise, c'est-à-dire pour le début de la saison prochaine. Donc, ils sont même pas genre, bon, bah, on va opérer, il se repose, et puis comme ça, il sera au taquet. En octobre. Non, on est optimiste, tu vois, et ça sent le day-to-day à partir de mi-septembre, tu vois, l'histoire. Franchement, c'est horrible. C'est la cata. On espère juste que ça va pas être récurrent, cette histoire. Et voilà, quoi. Le Deepoy lui passe sous le nez. On va le donner à un con des Grizzlies ou de je sais pas quelle équipe fantaisiste, là. Ah oui, parce que moi, les Rockets, c'est les Grizzlies. Ça dégage, ça existe pas. Ça existe pas forcément. Ça existe pas. De toute façon, ça va pas aller au bout. Donc, qu'est-ce qui nous emmerde à être 2 et 3, laisser la place aux vraies équipes? Non, mais voilà. Mais écoute, je suis hyper content. Le podcast, on l'a fait pile pour le All-Star Game de l'année dernière. Et puis, donc, ça fait un peu plus d'1 an. Et voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
Et du coup, comment ça s'est lancé avec ton camarade Axel? C'est un peu, vous êtes potes Alors ça, de c'est longue fou. date, vous aimez le basket, comment ça s'est lancé en Alors, fait? ça, c'est fou. En fait, j'ai un podcast qui s'appelle Plutôt Caustique. C'est mon premier podcast. C'est avec Clément, mon pote que j'ai rencontré à Topito il y a longtemps. C'est le podcast qui marche le mieux parce qu'il est là depuis plus longtemps, mais c'est aussi le plus niché car il n'a aucun concept. C'est vraiment deux gars qui parlent. Comme Et Seinfeld, quoi. c'est Seinfeld, it's the show, it's the podcast about nothing, exactement quoi. Et du coup, c'est vraiment deux gars qui parlent et au bout d'un moment, il y a des références et des trucs qui font que voilà, souvent les gens qui m'ont découvert en ce moment à travers le Floodcast ou d'autres se retapent tous les épisodes. Je pense qu'en fait, il y a sur 10 personnes qui écoutent Plutôt Caustique, il y en a 9 qui font n'importe quoi et un gars qui fait bah j'adore, je vais tout écouter. Voilà, c'est tout. Et donc on s'est construit un truc comme ça. Et à force de faire ce podcast, j'avais parlé de NBA une fois, il y a un mec qui m'écrit et qui me dit si t'adores la NBA, ça te dirait pas de faire un podcast dessus? Alors je lui dis Axel, ça va être très simple, des podcasts j'en ai déjà 3. Donc si je fais un truc, je ne fais rien, je ne monte pas, je ne participe à rien, je veux juste regarder avec mon League Pass et je parle une fois par semaine. Et il m'a dit ok, c'est un gars qui travaille sur France Bleu, qui est déjà un petit peu habitué à la radio. Et du coup, Axel, je ne l'ai vu en vrai qu'une fois dans ma vie, il n'y a pas longtemps qu'elle est venue me voir en spectacle à Lyon. En fait, le gars, je ne l'avais jamais rencontré. Sauf qu'il était déjà dans le mood enfin, ce qui est fou, c'est que ça a cliqué direct, dès le premier épisode, les gens pensent et voient qu'on a une alchimie trop cool. Mais le gars, je le connais pas, quoi. Ça se trouve, en fait, faut pas trop que je le vois. Ça se trouve, je lui parle 2 heures et on parle de politique ou d'autre chose et je le déteste. on ne se connaît pas, quoi. On ne se connaît pas. On ne parle que de basket. Ça, c'est un truc, par exemple, pour ma meuf ou des filles de notre entourage ne peuvent pas comprendre qu'on peut avoir un meilleur ami dont je ne sais pas le nom de famille. Je ne sais pas qui c'est, en fait, ce mec. mais je l'adore, quoi. Et donc, on a un podcast sur le basket tous les lundis. Voilà. Est-ce que tu as fait payer sa place quand il est venu à Lyon quand même? Non, pas invité. Non, quand même pas. J'invite au basket, enfin au spectacle et non, mais j'invite souvent moi. Et maintenant ça va, ça commence à mieux marcher, mais il y a un moment j'avais l'invite facile. Hein. Là, tu sais, à un moment tu veux que juste qu'il y ait des gens. Ouais, de toute façon l'argent tu l'as perdu, donc tu veux qu'il y ait des gens dans la salle. Et en plus les gens, ça fait hyper mal au début parce qu'ils disent t'es sûr une invite, mais tu veux pas que je paye? Je dis non, ça me fait plaisir. Et tu peux inviter 5-6 personnes si tu veux. Putain, t'es vachement généreux. Ouais, je suis généreux et ma salle est vide. Mais tu peux pas leur expliquer. Et maintenant, Inch'Allah, tout va bien. Lyon, je viens la semaine prochaine et il y en a 4, elles sont complètes. Donc voilà, donc là, Axel, il va payer. Ah, super. Il va payer, voilà. Maintenant, il paye. Maintenant, il paye les 4. Mais ça, c'est horrible. Moi qui organisais des soirées avec l'émission de radio, je faisais des espèces de awards, machin. Quand la salle qui paye pour la soirée dit, t'envoies le texto horrible qui dit, il va falloir ouvrir la boîte à invites. Ouais. Ah, c'est horrible. Oui, je sais, surtout qu'en plus, il y a quand c'est gratuit, il y a un nombre de no-show qui est incroyable. C'est-à-dire que tu dois, pour remplir une 200, inviter 400 et espérer que les 400 ne viennent pas. Parce qu'en fait, techniquement, il y a toujours 2 sur 4 qui viennent pas. Mais il y a toujours le gars catastrophiste qui dit mais si tout le monde vient, si tout le monde vient, on est dans la merde. Voilà. Mais ouais, les gens se rendent pas compte à quel point ça peut être une galère. J'ai fait des petits concerts, et en fait, je me suis rendu compte à n'importe quelle échelle de l'industrie, même en fréquentant des gens très célèbres, ça ne s'arrête jamais en fait. À part de sold out son Bercy dès le premier jour comme un Nino ou je sais pas qui, tous les autres, on est toujours dans la merde. Même les émissions de télé aux USA chez qui je suis allé, j'ai fait des tapings. Tu sais, quand tu y vas, tu peux juste assister à un late show. Et pareil, des fois, ils t'envoient des textos en dernière minute quand tu es la mailing list, on a besoin de gens. Même eux, ils galèrent, tu vois. Donc c'est rassurant quelque part du coup aussi. Ah, tout à fait. C'est pas juste moi, quoi. Ah oui, non, ça c'est sûr que. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait Airball. Et de 1 an, un épisode par semaine. On est, franchement, je suis abasourdi qu'on ait déjà des médias comme vous qui aient entendu parler de nous. Et tout ça, c'est grâce aux Reels. Je suis content parce que c'est moi qui ai dit à Axel qu'il fallait faire ça en mode je connais les podcasts, maintenant il faut filmer, on va faire des Reels, tu vas voir, ça va cartonner. Je n'avais aucune idée de ce que je disais, mais ça a marché exactement. Je pensais, donc c'est bien que ça soit passé, mais j'ai vraiment dit mais je connais les Américains, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vas m'écouter. Et effectivement, je suis content. Et surtout, c'est nos Reels les plus scandaleux dont on hésite. Tous ceux qui ont fait plus de 100 000 vues sont que des trucs où on s'est dit faut pas qu'on le poste. Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Mais pour tout te dire, quand Airball démarre, enfin, je sais pas si vous voulez qu'on reprenne dans l'ordre, mais Non, vas-y, c'est très bien. donc Airball, c'était l'idée de faire un podcast sur le basket. Mais déjà, le basket, c'est particulier parce que c'est niche en France, mais déjà, les médias sont marrants. Vous êtes marrants, Trash Talk, ils sont marrants, même NBA Extra, ils font un peu des blagues. Même si j'aimerais qu'ils en fassent plus. Et j'en ai marre au début que quand ils font un peu des blagues, Rémi Reverchon, il leur dit bon, on parle basket maintenant. C'est bon, je déteste le plus. Ils sont là, ils déconnent. Et il y en a toujours un, le présentateur. On dirait qu'il y a un gars comme ça qui le regarde comme ça. Il fait bon, messieurs, on va arrêter de déconner. Et je les trouve des fois un peu trop sérieux, mais en même temps, ils sont tous drôles. Jacques Monclar, c'est un comique, quoi. Il est trop marrant. Et Georges Eddy, c'était un comique aussi. Donc, encore plus que le rugby, qui est mon sport de passion, le basket, il y a toujours eu ce côté marrant. Mais je me suis dit, bon, est-ce que vraiment faire un podcast marrant sur le basket, ça vaut le coup, vu que tout le monde est déjà un peu marrant? Mais c'est vrai que tout le monde est plus ou moins affilié à la ligue et vous dites un peu n'importe quoi, mais pas tous, enfin, pas à fond. Et moi, j'ai découvert un podcast qui s'appelait Six Trophies. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. C'est c'est de The Ringer, c'est ça? Voilà. Ouais. Et eux, c'est deux. Je crois qu'il y en a un qui doit être stand-upper. Ils sont beaucoup trop marrants. Et bref, ils sont à deux et toutes les semaines, ils distribuent. À la base, on devait faire Six Trophies. De toute façon, à la base, je voulais tout voler. Déjà, le logo de Airball, c'est le logo de Pod Don't Like et Sam Morrill, qui est un comique américain qui est fan des Knicks, qui avait fait un truc avec Stavros, qui est un autre fan des Knicks. Et ils avaient fait cette photo-là, qui est les stades des NBA Jam, en fait. Et donc, pour le logo, j'ai dit, leur podcast, il est mort. De toute façon, c'est des Américains. Tu prends le logo, tu le piques. On fait exactement comme eux avec les stats, là. Ça, tu le voles. Et après, je voulais faire comme Six Trophies, mais on n'a jamais trouvé... parce que, voilà, toutes les semaines, par exemple, c'est le trophée Denzel Washington dans Training Day pour la personne qui a fait la meilleure performance de la semaine. Ce genre de truc. Et du coup, c'est récurrent, mais ils sont hyper marrants. Et du coup, on voulait faire un truc un peu en mode drôle, mais pour tout te dire... Première fois, vu que j'ai quand même des gens qui me suivent sur les réseaux, je dis je fais un podcast sur la NBA. Et direct, il y a un mec de la NBA qui m'écrit et je vois que donc il y a un besoin de... Alors que j'avais l'impression que le marché était bouché. Et en fait, non. La NBA veut que les moldus s'accrochent à la NBA, surtout avec Victor, quoi. Ils cherchent en fait des gens tout le temps. Donc là, direct, il y a un gars qui me dit putain, mais si vous faites ça, mais moi je vous donne des maillots, je vous donne des passes pour le League Pass, des trucs à faire gagner. Je dis c'est sympa, mais écoute quand même ce qu'on fait, tu vois, on va peut-être dire des dingueries. Il me dit non, mais je vais écouter, mais à moins que vous disiez des énormes conneries, ça va le faire. Je n'ai plus jamais eu une nouvelle de ce garçon. Parce que dès le premier épisode, j'ai dit de toute façon, le concours du All-Star Game des 3 points, c'est truqué, il se dope et les arbitres, c'est des vendus. Donc j'ai dit ça au premier podcast. Tous les trucs qu'il fallait pas dire pour les officiels. Et du coup, je n'ai plus jamais entendu parler de ce garçon et je me suis rendu compte quand même que j'ai vu avec Trash Talk, avec NBA Extra et tout, que les gens, et c'est normal, sont directement affiliés à la ligue quelque part et donc peuvent dire des dingueries. J'ai halluciné comment NBA Extra a parlé des paris, par exemple, quand Rudy a fait ça. Là. Moi, je pensais qu'ils allaient la fermer, tu vois. Et Xavier Vaution, il a lâché en direct. Non, mais on le sait qu'il y a des problèmes de paris avec les joueurs et tout. Je dis, bon, ok. Mais du coup, je me suis dit, on va totalement se lâcher, raconter n'importe quoi. Et c'est apparemment ce qui a plu à des gens, quoi. Donc, on est hyper content, quoi. Hyper content. Voilà. Et toi, ton lien avec le basket, finalement, parce que tu disais que toi, ton sport de cœur, ou peut-être celui que tu connais depuis plus longtemps, c'est le rugby. Ouais. Toi, c'est venu comment le basket, du coup? Alors, j'ai essayé... Alors, attends. Déjà, j'ai soif. Le rugby, je viens de Clermont, donc j'ai joué au rugby très petit. Okay. Mais bon, le sport en général, tout ce qui est activité physique, ça me déplaît énormément, car c'est vraiment fatigant. je déteste l'activité physique en général. Mais j'ai fait du rugby. J'étais une petite personne obèse, donc c'était vraiment le seul moyen de faire du sport. C'est le seul moyen où tu peux, à part le sumo, mais il y en avait peu à Clermont-Ferrand, d'utiliser ton obésité pour... parce qu'au rugby, d'un coup, c'est « Ah, t'es gros ?» c'est bien. Parce que tu vas... Mais en fait, il y en avait des encore plus gros que moi, donc ça ne servait à rien. J'étais pile entre la catégorie de cours pas assez vite, pas assez gros pour être costaud. Donc un joueur de rugby, vraiment tout pourri. Et mais mes premiers souvenirs de NBA, c'est déjà la Dream Team 92, NBA Jam et NBA Action surtout, avec Georges Eddy le mercredi, où on voyait les résumés. Et les cartes et puis les fringues, Shaq, les Reebok Pump, Space Jam, tout ça c'est énorme pour moi, mais ça reste de loin. Je joue au basket que très peu
Mais genre, j'adore tout ce qu'il y a autour de la NBA. Et après, j'ai continué avec les jeux à suivre. Et là où me suis mis vraiment à beaucoup suivre, avec Tony. Et je me souviens que le drame de ma vie, c'est les premières finales que je suis vraiment, c'est 2004. C'est ça, quand les Pistons gagnent. Ouais, 2004, ouais. Ouais, avec leur équipe défensive là. Et en fait, je suis là pour la première fois. Je supporte parce qu'il y a Tony les Spurs, mais en fait, je me rends compte que j'aime Détroit en fait, que leur maillot bleu, le fait qu'ils défendent les quatre, j'aimais trop en fait. Et c'était trop bizarre. J'étais entre et celle-là, c'est les finales que j'ai vraiment suivies. À partir de là, j'ai été à fond. Après, il y a eu un grand trou. J'ai totalement arrêté. De 2010 à 2016, je connais vite fait les stats, mais je regarde de loin. Et puis, j'ai repris à partir de 2017-2018, quand LeBron a regagné le titre contre les Warriors. Et là, ça fait 4 ans que je suis League Pass. Maintenant, je suis totalement drogué. Avant l'arrivée de Victor, en vrai, sans déconner, j'étais totalement drogué. Donc, pardon, la finale dont tu parlais, c'était Spurs Détroit, c'est ça? Ouais. C'est ça, donc c'est 2005. Alors 2004, c'est quand les Pistons sont champions face aux Voilà, Lakers. moi je les vois être champions. Ouais. Ok. Et après, ils jouent contre les Spurs et ils perdent, c'est ça? Mais en fait, moi, ça, je suis et en fait, je suis pour Détroit. Okay. En fait, je me rends compte que je suis deg. En fait, je me mens à moi-même. Je suis là, ouais, cool, ils ont gagné. Et en fait, je suis là, mais non, en fait, je suis dégoûté. Mais voilà, donc j'ai jamais vraiment joué. Enfin, pour te dire, j'ai joué au basket peut-être 40 fois dans ma vie et je me rappelle de tous les paniers que j'ai mis. Il y en a eu 2. En ce moment, avec les Comics, eux, ils se rejoignent tous les lundis, moi, tous les 6 mois. Il y a un truc au Oops Factory où on joue. Et après, non, c'est plus un sport que j'ai aimé pour tous ces à côté. C'est le sport le plus cool, le plus marrant. Et puis, ma femme est américaine aussi. Donc, moi, j'ai toujours été un peu un Américain, quoi. J'étais nul en presque tout à l'école. Mais va savoir pourquoi, à 11 ans, je me suis rendu compte que je parlais anglais. Il y avait peut-être beaucoup plus de trucs en VO quand j'étais petit, j'en sais rien, mais je me souviens d'être allé à Londres dans une famille, là, en échange, là, et il y avait un gars qui était toujours en slip. Une semaine, je l'ai vu que en slip devant la télé. Un vieil oncle qui buvait des bières en slip devant la télé. On arrive, on a 11 ans, on parle pas anglais, il y a juste un gars en slip devant la télé, comme ça. Et une fois, il regarde les Simpsons, dont on se pose à côté de cette personne dénudée, quoi. Et je me rends compte, je sais pas pourquoi, que je comprends les Simpsons, quoi. Mon pote, il me dit, tu te fous de ma gueule, t'as déjà vu l'épisode? Je dis, mais mec, c'est trop bizarre. Je comprends. Alors que je suis pas du tout intelligent. Genre l'Espagne, j'y ai passé 1 an. J'ai passé toute ma vie, j'ai eu 7 en espagnol tout le temps, alors que toutes les meufs avaient 17 dans cette langue atroce que je ne comprendrai jamais. Et ben, je comprends pas l'espagnol. Ça ne rentre pas, quoi. Mais l'anglais est rentré directement. Du coup, ça a joué. Et puis, il y a le côté, vous en parlez avec Erwan, le côté niche, cool, un peu... je suis cool parce que moi, j'aime le basket, et puis je regarde en VO, puis je regarde à 1h du mat. Enfin, tout est cool, en fait, dans le basket, en vrai. C'est pour ça du coup, c'est le côté culture basket, mais culture américaine aussi, accrochée au basket, quoi. Ouais, carrément. Et maintenant que du coup ma femme vient de Los Angeles, j'y vais tous les 1 an ou tous les 2 ans. Et du coup, en plus maintenant j'ai pu voir 2 fois les Lakers, dont une fois où elle a dit je veux bien venir moi. Et je lui ai dit oui, mais tu veux bien venir, mais ça va me coûter $200 ta place, et $50 de parking et $40 de hot dog. Ouais, alors de hot dog, elle est végétarienne, donc on a trouvé végétarienne, elle est végane, donc c'est encore une autre secte, c'est n'importe quoi. Et à Los Angeles, c'est normal apparemment de se nourrir de graines comme un oiseau, sauf que les graines, ça coûte 1€. Mais là, le sandwich à l'houmous m'a coûté $45 pour qu'elle me dise que c'était pas bon. Et donc voilà, j'aime bien les Lakers, mais j'ai posé 500 balles pour un dîner, pour une soirée à 2, quoi. Et à la fin, elle a dit c'était pas mal. Voilà. Et depuis, nous sommes divorcés. Parce qu'à $250, ce n'est pas mal. Non, en plus, c'était un super match. Bizarrement, c'était les Mavericks l'année dernière. Les Lakers perdaient de 20 points. Ils ont fait un comeback de taré dans le 4e quart-temps. Et Luka et Kyrie nous ont quand même assassinés à la fin. Mais dégoûté, du coup, qu'on ait perdu, mais quand même, tu as vu un match de fou, quoi. C'est-à-dire que, en plus, moi, en connaisseur basket, tu sais, pour le coup, je vais chercher des bières à $25 à la crypto.com. Là aussi, vous y êtes allé, vous y allez souvent quand vous allez aux États-Unis?
Non, je suis jamais allé dans cette salle-là. Hein, non. Ouais, Oui, moi mais non. tu vois ce que la NBA, le prix, les Oui, prix, oui, bien sûr. Oui. quoi. Et ben c'est pas mal pour mon rapport avec l'alcool. Mon rapport avec l'alcool, c'est je veux une bière, il y a une bière, elle est à 25 $. Je fais c'est quoi ça? Et puis j'en prends une quand même, donc c'est quand même très grave. Je me demande ce que c'est le prix d'une bière pour que je la prenne quand même pas, quoi. Donc je vais chercher une bière, et puis je fais le connaisseur basket. Je dis, de toute façon, là, ils sont à -20. Je suis parti, il va rien se passer du tout. Putain, un comeback énorme, quoi, de LeBron et de Austin Reeves pour finalement perdre. Mais du coup, j'ai vu la Crypto.com qui, franchement, c'est une salle de touristes. Hein. Oui, Ouais, bien c'est sûr. ce qu'on dit souvent. Je suis jamais. Il paraît que celle-ci et celle de Miami, c'est quand même pas les ambiances les plus chaudes, quoi. Bah ouais, parce que de toute façon, tu vois, moi j'avais vu une fois les Raptors, et puis c'est pareil, la moitié c'était des Canadiens. Ils étaient juste trop contents. C'est tellement cosmopolite, Los Angeles, qu'il y a toujours des gars de leur équipe, quoi. Hmm. Donc c'est marrant parce qu'à l'extérieur, il y a toujours des fans des Lakers, mais aux Lakers, en fait, ils jouent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence de jouer domicile extérieur pour les Lakers, quoi. En fait, c'est ça, c'est tous les rangs supérieurs, on va dire, sont pleins de touristes, quoi. Ouais. C'est un truc Costa Croisière en haut, tout en haut, là. Et en dessous, les vrais les abonnés qui ont les bonnes places, par contre, sont en dessous. Et tu le Alors, vois, il n'y a pas d'ambiance en haut, et en bas, à la limite, ça commence à. ouais. Alors un truc qui m'a surpris quand même, ça je tiens à le dire aux gens qui hésitent à acheter des places pour la NBA quand ils y vont, parce que souvent les dernières qui sont dispo et les moins chères, tu te dis mais je vais quand même pas payer 150 $, ce qui est pour moi une couille, pour avoir une place atroce. Et en fait, je sais pas si les gens se rendent bien compte, parce que quand on clique sur le truc, on se dit mais je suis à 100 mètres du terrain. En fait, la pire place dans les trucs NBA, on voit très bien. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis retrouvé au gradin le plus haut. Et j'étais là, mais attends, c'est pas comme sur la photo, on voit tout, quoi. Donc en fait, la pire place, c'est une bonne place. Donc n'hésitez pas, si vous vous dites je vais pas payer pour une place de merde, franchement, ça vaut toujours le coup. Même le pire endroit du stade est très agréable, j'ai trouvé, moi. Donc déjà, je paierai jamais cher. Et tu disais tout à l'heure que toute ta NBA avait changé là en quelques jours, en quelques semaines. C'est Et fini. du coup, je suis curieux quand même si on en a parlé un peu avec Pierre Armand et puis avec les autres de l'équipe. Toi, comment t'as vécu cet échange entre les Lakers et Dallas? Bah, bizarrement, ça m'a pris très longtemps à accepter que c'était pas con. En fait, à la base, j'aime pas Luka Doncic. Moi, je peux reconnaître que c'est un génie, mais je l'aime pas car je suis français et patriote et normal, et qui nous a trop cassé les couilles, en fait. Okay. Il nous a trop cassé les couilles avec la Slovénie, et il nous a trop cassé les couilles avec les arbitres. Puis je le trouve arrogant, et puis il m'énerve, quoi. Et j'aime pas les step back free aussi. J'aime pas. Je trouve qu'il gâche un peu son potentiel des fois. Bon, bref. Et j'adore Anthony Davis, moi. Moi, le duo avec LeBron. Et puis, putain, ça fait 2 ans que je regarde les Lakers, et on est comme les Spurs. On est en train de la 10, la 11e. Est-ce qu'on va faire le play-in? Si on fait le play-in, de toute façon, on va se retrouver contre Denver. On va prendre 4-0. Moi, mon seul hantise, c'est de me choper Denver, tu vois. Là, cette année, à un moment, j'ai fait tout un épisode où je vois qu'ils sont, ils sont 4, on est 5. Je dis, mais c'est pas possible. On va les retrouver, mais c'est pas possible. Je veux pas. Parce qu'en fait, je pense vraiment à la NBA qu'il y a des match-up. Enfin, c'est le cas d'ailleurs, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Où en fait, les Lakers, j'ai l'impression que l'année dernière, ils pouvaient se saucer n'importe qui, en fait. Tu vois, OKC me faisait moins peur, même Dallas me faisait moins peur. Mais Denver, alors qu'ils étaient apparemment moins bons l'année dernière, ben, ils me font flipper, tu vois. Je sais que le match-up est terrible, donc je veux pas les voir. Et donc cette année, pour la première fois, putain, on était sur un run. Anthony Davis, c'est énorme. JJ Redick les fait bien jouer. On a 10 victoires d'avance. Et du coup, moi, cette équipe, je veux voir ce qu'elle peut faire. Parce que moi, dans ma tête, vu comment ils étaient bien organisés, là, s'ils chopent le bon match-up et que LeBron, il fait le foufou, ben, on peut aller encore en finale de conférence, tu vois. Donc, en fait, moi, mon premier truc, c'est un coup de poignard dans le cœur. C'est fini, quoi. Davis, James, c'est fini. Après, je comprends pas. Et après, je commence à me dire que peut-être on est gagnant sur le futur. Mais bon, c'est pareil. J'aime les Lakers, mais j'aime surtout LeBron, moi. Donc, je me demande... je suis là, il parle de trader Reeves, et je suis là et je me dis, bon, est-ce que je vais continuer à supporter les Lakers? En fait, est-ce qu'une équipe avec que des pignoufs et Luka Doncic, comme quand il y avait Kobe Bryant et 4 tocards autour et qui faisait 50 points de moyenne, et que pendant 6 ans, il a été... parce que ça aussi, on parle de Kobe, maintenant qu'il est mort, c'est facile, on le met dans les GOAT et tout. Et il a quand même 6 ans de sa carrière qui sont trop de la merde. Parce qu'il fait des stats dans une équipe horrible, quoi.
Enfin, moi, j'ai détesté ça. Oui, mais parce qu'ils plantent la franchise avec un contrat imbitable derrière. C'est-à-dire, Oui. on peut recruter personne et Voilà. tout est foutu. Donc, allez, il est top 12 all time et puis c'est tout. Non, mais c'est comme en musique, tu meurs, et surtout dans des circonstances tragiques, on te fait remonter. Là, maintenant, on parle de lui, du GOAT, mais c'est des plaisanteries. C'est des plaisanteries. Mais bon, bref, pourquoi je dis ça si je pars sur Kobe Bryant? Parce que je te parlais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais supporter cette équipe avec Luka Doncic et 4 plots? Moi, en fait, j'adore Austin Reeves, j'adore Davis, James. Bon, donc du coup, je suis deg. Et puis après, je me dis, bon, bah, peut-être on peut faire un truc. Et quand on a failli avoir Mark Williams, là, je me suis dit, attends, avec un pivot qui est bon, qui est jeune, c'est peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, on peut être contender. Donc là, tout change. Et puis après, on n'a plus lui. Et puis là, je sais plus quoi penser de cette équipe, en fait. Je sais plus quoi penser de cette équipe. Parce qu'on dit, ils défendent mal, personne défend aux Lakers, mais en fait, on défend bien sur. Je crois qu'on est dans le top 10 des défenses de la NBA depuis ces derniers temps. Donc moi, je comprends plus rien, en fait. Je me dis que il faudrait recruter. Je comprends pas pourquoi ils prennent pas des pivots. Ça, expliquez-moi ça. Parce que je m'engueule avec des Américains tout le temps. Pourquoi les Américains, quand c'est comme ça et qu'il n'y a pas de pivot, ils vont pas prendre un pivot d'Euroleague qui coûte 3 sacs de foin et 2 chevaux et 4 cacahuètes à acheter? Non, mais Yabusele, il suffit de racheter son contrat. Parce qu'en gros, on m'a dit, non, ils peuvent pas prendre les Européens, ils sont trop lents. J'ai dit, bah ça, c'est des trucs d'il y a 30 ans. Jokic vous met la misère à tous alors que ma grand-mère le bat aux 100 mètres. Donc c'est faux. Et le deuxième truc, oui, mais ils ont des contrats. Mais les contrats, c'est rien pour eux. Des Américains mettre 3 millions, racheter le contrat au Real, c'est rien. Donc, en fait, ce qui est un peu bâtard, c'est que le club peut pas racheter le contrat tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un maximum que la franchise NBA peut mettre dans le rachat du contrat, ce qui veut dire que le reste à apercevoir, c'est le joueur lui-même qui doit le racheter. Dans le cas de Gershon, il a racheté une partie de son contrat lui-même. Mais du coup, tu payes le joueur plus, et puis tu lui dis, bah, avec cet argent, rachète ton contrat, mon grand. Enfin, je veux dire, c'est juste qu'en vrai, ils ont toujours pas confiance dans les pivots d'Euroleague. Non, c'est clair. Oui. Je pense qu'un mec comme Mathias Le Sort, il peut clairement avoir une place dans une rotation. Je dis pas sur une. Mais même moi, un gars que j'ai toujours trouvé sous-coté, et je l'ai revu jouer parce que je suis allé voir le Paris Basket contre le club turc dont je sais même pas le nom. Il y avait Vincent Poirier, mais il était énorme. Je me dis, mais lui, il est dur au mal. En plus, il a eu, comme Gershon, son expérience NBA qui s'est mal passée. Tu lui dis, tu as 10 minutes, tu mets des contres, des rebonds et tu fais pas chier. Je me dis, un gars comme ça, revanchard, qui vaut pas cher et qui, c'est un Européen, donc il est bizarrement habitué à ce qu'un gros chauve qui crie lui dise ce qu'il faut faire et lui, il le fait en fait. C'est pas un connard d'Américain qui écoute pas les consignes. Donc, je comprends pas. Il y a 10 ans qu'ils n'aient pas encore ce réflexe. Enfin, ils ont encore les réflexes d'il y a 30 ans, quand même Tony Kukoc, ils étaient là, bon, on ne sait pas si on va le prendre et tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment des débiles mentaux, les Américains, en fait. Je comprends pas. Ils nous font... Regarde tout le truc là sur les JO, tout ça, on croit qu'ils ont compris que le monde catch-up, mais en fait non, puisqu'ils ont gagné au dernier moment, ils croient encore qu'ils sont trop forts, alors que les 6 derniers MVP, c'est pas eux. Donc voilà, là je me disais, on n'a pas Mark Williams, mais là pourquoi on a un pivot tocard, tu vois, pourquoi on a un gros tocard, ça me dépasse. Ouais, du coup de toute façon ils vont devoir se reconstruire maintenant, En fait, je pense que l'arrivée de Luka Doncic, effectivement, ça a tellement bouleversé que s'ils peuvent gagner cette année, c'est cool. Enfin, gagner, je veux dire, gagner des matchs, je pense pas qu'ils pourront aller jusqu'en finale, mais c'est du bonus, en fait. C'est à partir de l'an prochain, à partir de cet été, qu'ils vont pouvoir reconstruire une équipe qui est plus cohérente, je pense. Bon, je vais voir le seul truc qui m'importe, en fait, avec si elle peut gagner, c'est que je ne peux pas m'enlever de la tête que vous êtes LeBron ou Michael dans le GOAT, sans réfléchir. Plus Michael. Moi, c'est plus Michael. Ouais. Et toi aussi? Oui, bien sûr. C'est comme ça que je clôt le débat avec les Michaelos. Si LeBron il gagne un titre là, c'est le GOAT? Non. Bon, bah voilà, c'est réglé alors. Donc vous êtes fous. Mais au moins, le truc peut s'arrêter. Pourquoi on est fous? Bah parce que si LeBron il prend un 5e titre en ayant 40 ans, c'est évidemment, ils sont à ça. Moi, je vois LeBron juste un peu au-dessus, mais s'il y avait ça, pour moi, le débat se plie pour tout le monde. C'est terminé. C'est terminé. Même Michael, je pense, s'il gagne. Là, Michael, il dit, les gars, c'est lui. En fait, pour la question du GOAT, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que la question m'intéresse plus que la réponse, parce qu'en fait, c'est des choses. Au bout d'un moment, c'est des choses qui sont pas vraiment quantifiables. Effectivement, LeBron, il a tout un tas de d'arguments en sa faveur.
qui sont pas les mêmes que Jordan en fait. Donc tu vois, la longévité c'est un des arguments majeurs de LeBron et qui est à prendre en compte en fait. Non mais la regarde domination Curry, de Jordan. Regarde le Curry, le dernier titre et les JO, à quel point on parle plus du tout de lui pareil. Tu crois vraiment qu'avec un titre, un truc historique qui sera jamais fait, que c'est lui le boss de la franchise et il gagne un titre à 40 piges? Ne me dis pas que c'est pas fini le débat. C'est fini. Si, non, je te dis que c'est pas fini parce qu'en fait c'est très différent. Tout dépend ce que tu appelles le GOAT. Moi, je pense que je suis un peu. J'ai vu la domination de Jordan. J'ai vu que Jordan gagner en fait quasiment. J'ai pris le basket au moment où Jordan gagne. La domination et la peur qu'il insufflait à ses adversaires, c'est un truc que moi j'ai jamais revu. Et je dis pas que c'est l'argument définitif. Mais pour moi, c'est un des arguments, la domination de Jordan, et qui est pas un argument... Pour moi, il n'y a pas d'argument définitif. Mais 6 finales, 6 titres, le mec, il a jamais perdu, tout le temps MVP de toutes ses finales, c'est un argument. Je dis pas que c'est le dernier, mais c'est pas le même type de domination. Je peux te dire un truc, j'aime pas l'argument des 6 finales, parce que oui, LeBron, il a perdu des finales. Mais LeBron, il a gagné une finale impossible. Et Michael... Toutes les finales qu'il a gagnées, son équipe était favorite, on est d'accord. Il a fait aucun upset en finale. Alors que LeBron, il a gagné une finale devant une équipe qui a gagné 72 victoires. Il a gagné une victoire impossible. Et Michael, quand c'était impossible à savoir se taper les Détroits quand son équipe de Chicago elle est un peu nulle, c'est pas un surhumain, il n'a pas gagné. Donc moi, de dire que LeBron, il a perdu des finales, mais en fait, il a perdu une finale, c'est le contre Dallas qui doit gagner. Toutes les autres, son équipe, c'est des tocards. Il a amené des tocards. Il s'est retrouvé face à une équipe forte et il a perdu. Mais c'est évident. Mais le problème, c'est que les gens, et je m'y connais, je viens de Clermont. Donc, on a perdu toutes les finales au rugby. Les gens jugent de perdre la finale. Mais déjà, il faut y aller en finale. Et Clermont, une fois, ils étaient allés 4 fois en finale. Ils en ont gagné une. Et les gens étaient là, ouais, mais ils sont nuls. Mais ils sont allés 4 fois en finale du top 14. Ça ne se fait jamais. Il n'y a que le Grand Toulouse qui avait fait ça. Et en fait, c'est énorme. Oui, tu perds un match. Mais du coup, pour moi, le truc de... Je vois pas pourquoi on fait l'argument des finales alors que Michael... Regarde, les Bulls sans Michael, ils vont quand même en demi-finale de conférence en 95. Je suis pas dingue. Ouais. Les Cavs sans LeBron, ils tankent. C'est pas du tout pareil. Je veux dire, quand lui, il va en finale, LeBron, c'est comme s'il avait déjà gagné. Parce qu'en fait, les autres trucs, c'est impossible. Et pour faire taire tout le monde, il l'a fait une fois. Une fois, il a gagné un truc impossible. Et bien, quand même ça, les gens disent non. Il perd des finales, mais il perd que des finales où c'est normal de les perdre en fait. Moi, c'est même pas sur la perte des finales. Hein. C'est moi, les finales, comme tu dis, à partir du moment où tu y vas, c'est déjà un accomplissement gigantesque. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question sur l'histoire des finales. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce débat, en effet. Oui, mais moi, en fait, moi je trouve juste ça extraordinaire. 10 minutes qu'on en parle. Moi, à chaque fois, je rentre pas dans ce débat, puis j'en parle 1 heure. Non, mais ce que je trouve génial, c'est qu'on a la chance de vivre une période où il y a un débat. Voilà, et il y a des arguments qui s'entendent. D'autres, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est encore en train de discuter sur ce débat. Pour moi, il n'y a plus de débat à partir du moment où vous avez tous les deux concédé que même s'il gagnait là, ce qui en vrai est débile, ça ne reconsidérait pas votre position. Ça veut dire que... Et s'il en gagnait 2, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour dépasser Michael? C'est ma seule question. À ce stade, qu'est-ce qu'il peut faire pour le dépasser? C'est ce que j'allais te dire 2 choses. C'est que moi, en fait, je trouve qu'on ne considère pas suffisamment le nombre de finales jouées par LeBron comme un argument en sa faveur. Pour moi, c'est un argument en sa faveur. Bien sûr. Je compte jamais les finales perdues comme un contre-argument pour LeBron. C'est complètement fou d'avoir fait autant de finales de suite. Et en fait, la différence, c'est que... Enfin, la différence, c'est l'une des nombreuses différences, c'est la longévité joue énormément, en fait. C'est pour ça que c'est très difficile de comparer. Mais c'est un argument, ça peut être un argument supplémentaire. Des deux côtés, ça peut être un argument pour LeBron et en même temps, tu peux regarder et te dire, mais regarde ce que Jordan a fait en moins de temps. Et moi, j'ai un autre argument. Un autre truc, c'est qu'en fait, je suis même pas sûr que ça soit une course à 2, simplement, en fait. Un mec comme Magic Johnson, je trouve quand tu regardes ce qu'il a fait en si peu de temps, c'est un truc de malade, parce qu'il a joué, j'ai plus le nom, mais autant de finales que... En gros, il a joué une 80 finale... 91, il fait 11 ans. Il fait 11 vraies années. Ouais, tu te rappelles du tweet de... Comment il s'appelle la personne je vais pas la décrire, parce qu'après, on va me dire que c'est pas bien. Un analyste américain connu, qui a l'air de Brian Windhorst. Voilà, il n'a pas l'air d'avoir joué au basket depuis longtemps. Bon, quand Curry, le débat se relance de est-ce que c'est le meilleur point guard de tous les temps,
il dit qu'il a un SMS d'un gars et c'est Jordan qui lui dit pourquoi Magic, c'est clairement le meilleur point guard de tous les temps malgré tout ce qu'a fait Steph. Effectivement, Magic, je le mettrais haut aussi. Mais GOAT, non. En vrai, je pense vraiment qu'il n'y a qu'un débat à deux. On ne va pas plaisanter quand même. Non, bien sûr. Il y a un débat à deux. Ça, Moi, je ne suis pas aussi catégorique que vous, mais c'est pas grave. Oui, il y a Dylan Brooks. Tu rentres Dylan Brooks dedans. Non, mais dans ce cas, si c'est les titres, c'est Bill Russell. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Bill Russell. Non, mais c'est fantaisiste. Ça joue en Converse. Ça joue. Non, mais c'est pour ça que la discussion est cool. Ils ont truqué toutes les années 60, que ce soit Atterrir sur la Lune, c'est Kubrick, et les 9 titres des Celtics, ça n'a jamais existé. Enfin... Et les 100 points de Chamberlain. C'est Stanley Kubrick qui a la réalisation sur tous ces trucs-là. Vous avez déjà vu le sketch d'Adam Sandler sur les 100 points de Chamberlain? C'est très drôle, il a une routine de stand-up sur les 100 points de Chamberlain. Où il fait les coéquipiers sur le bench, et ils disent « Wilt, passe la balle !» Mes parents sont là, arrête. Mes parents sont là. On a l'air cons. Tu les humilies plus, nous, que eux, en fait. Tu arrêtes maintenant. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Mais donc, bon, ben voilà. Donc, c'était tout ça pour dire que c'était ça qui me passionne sur je suis passionné en sport du vieux lion qui gagne une dernière fois. Parce que je trouve que ça assoit tellement là. Tu vois, mais j'ai pas aimé qu'il gagne la Coupe du Monde, les Argentins. J'ai même détesté. Mais que Messi, tu vois, par exemple, Messi, Ronaldo, on en a beaucoup parlé. Bah, la Coupe du Monde, excuse-moi, ça a terminé le débat. Il y a toujours 2-3 gars qui sont Ronaldo. Mais en vrai, ça a terminé le débat. Alors, Théo ne sait pas de quoi tu parles. Coupe du monde de football. Je te crois sur parole. Je te crois sur parole, c'est pas grave. Je te suivais plus sur l'ASM et. Ah, d'accord, ouais, tant mieux. Mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, mais même je trouve ça beau. Je voulais que Federer, il en gagne un dernier. J'aime le vieux lion, tu vois. Et là, je me dis, LeBron quand gagne un, je crois que vous vous rendez pas compte de la déflagration que ça pourrait être. Ah, mais moi, je serais au taquet aussi. Mais je te jure que là, c'est parce qu'on se rend pas compte. Mais je pense littéralement. Je te dis que moi, je vois Jordan lui-même dire, c'est fini. C'est fini. Et même ça, il y aurait des Jordanos qui disent ouais, mais il est drogué, il sait pas ce qu'il dit. Regardez, il a les yeux jaunes. il a une thrombose dans une veine. Non, voilà. Donc c'est ce qui me passionnerait. Je pense que ce serait mon plus beau moment de sport de ma vie, de voir LeBron en gagner un dernier. Bon, moi, j'ai une théorie finale sur l'histoire de Luka. Ça a fait tilt dans ma tête cette semaine et je crois que tout le monde s'est trompé et n'est pas allé regarder au bon endroit. Moi, je pense qu'on a sous-estimé la scène où un gars arrive en panique pour retirer une bière à Luka Doncic. Oui, je pense que c'était pas le bon vestiaire, que cette boisson était certainement empoisonnée avec un venin de serpent mexicain. Qu'en fait, quelqu'un a dit putain, il boit ça, il a bu une gorgée, donc ils savent qu'il meurt à petit feu. Ouais, mais il connaît pas comment on boit dans les Balkans. Hein. Ouais, mais du coup, tu lui donnes du venin de serpent, il fait bah c'est bon ça, je vais en reprendre. Ça ne fait rien du tout si tu veux. Ouais, mais du coup, lui, il est pas capable, donc ils ont dit bon, il va crever, donc on va le dégager tout de suite. Et à mon avis, c'est la seule explication valable vu la panique. Il y a un parallèle qui n'a pas été fait, j'en avais un peu parlé dans Airball, c'est celui avec Shaq en fait. Quand Orlando lâche un prospect énorme sous prétexte qu'il demande un peu trop de thunes et que peut-être il n'est pas fiable et que derrière il en prend 3. Non, mais Shaq, c'est une éthique de travail, c'est pas pareil. Ouais, mais en plus, voilà. Et en fait, le fait que derrière l'autre, il parle d'éthique de travail, mais je pense que ouais, ils ont fait une erreur je pense que c'est vraiment, ils ont lâché Shaq du Orlando Magic. Dans les années 90 et là et en plus c'est le même club mais bon alors il n'a pas Kobe avec mais ouais je rêve quand même je rêve quand même que d'un run de playoff incroyable de ces Lakers avec des bons match-up j'en rêve quand même quoi mais bon je vois bien que l'équipe est pas taillée pour mais je trouve que je sais pas pourquoi mais j'avais une confiance en JJ Redick. C'est peut-être le monde du podcast, le fait que je trouve que les entraîneurs vieux sont en train de... Tu vois, par exemple, Popovic, je suis très triste, mais je suis assez content qu'il ne coache plus, en fait, parce que j'avais peur que ça soit triste à la fin. Je me demandais s'il ne commençait pas à faire un peu n'importe quoi. Il y avait Alex Ferguson, j'aime pas quand les coachs ils sont trop vieux, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent plus vraiment le sport. Et j'avais une confiance aveugle en JJ Redick, et encore un peu, et ben ouais, il y a quand même un mini espoir chez moi qui me dit, mais attends, Luka et LeBron en playoff, et si, quoi. Et si, mais je suis un débile, quoi. Je suis un débile d'y croire. Moi, je pense que tu as raison d'y croire. Hein. Il y a des limites à cet effectif, mais ils ont 2 joueurs hors normes. Ils ont JJ Redick qui, effectivement, je pense, est un très bon coach. En tout cas,
ses débuts sont hyper encourageants, donc non, c'est pas fou. Et même moi, en fait, qui suis pas ni passionné qui suis pas partisan, je t'avoue que le trade, je le comprends tellement pas que moi aussi j'ai envie de voir quelque part les Lakers aller loin, parce que sinon je comprends vraiment rien du tout à ce sport, quoi. Il y aura un gars qui va soit avoir l'air con, soit faire le meilleur, je vous l'avais dit, de l'histoire. Ça, c'est l'un ou l'autre de toute façon, hein. Parce que pareil, je me disais, même si les Mavs gagnaient cette année, bon bah maintenant c'est foutu. D'ailleurs, je pense à ce mec qui a maintenant avec la blessure, parce que là, le mec, sa position, c'est vous verrez. Là, Anthony Davis se blesse, vous verrez. Il y a Gafford qui se blesse, vous verrez, je suis encore. Et il doit quand même suer un peu comme le mec de Key and Peele dans le sketch où il regarde du porno, là, et après, là, il doit quand même commencer à suer. Mais bon, mettons que Luka est nul et que ça gagne jamais avec les Lakers, c'est qu'eux, ils prennent un titre un jour. J'en sais rien. Du coup, ça rend la ligue passionnante. Et peut-être, enfin, vu que les joueurs sont tous sympas maintenant et qu'ils se détestent plus, et que du coup, ça rend le truc un peu relou, ces batailles de GM et ces batailles de choix et de trade, ça redonne un intérêt un petit peu drama au truc qu'il n'y a plus, parce que c'est vrai, s'il y a un truc qu'on peut reprocher à LeBron, c'est justement cette copinisation de la NBA qui rend le truc un peu chiant, en fait. C'est vrai que c'est un peu chiant qu'il n'y ait plus de... On savait bien qu'ils se détestaient pas vraiment, mais je crois qu'on aimait bien qu'ils se détestaient un peu quand même. En fait, le truc, ce qui est chiant avec ce trade, et là où tu as raison, c'est on attend avec impatience le Mavs Lakers à Dallas. Mais il est mort maintenant. Oui, mais en même temps, tu vois, en même temps, tu te dis, si on savait pourquoi ils ont dégagé Luka, genre, Luka, il est gros, il dégage, c'est un sale con, il dégage. L'autre, il arrive, il a envie de les tuer. Et t'attends ce match en disant, il va y avoir une folle revanche, genre USA-Canada au hockey sur glace, tu vois, où maintenant, tu vas regarder ces matchs-là en te disant, il y en a un qui va en égorger un autre. Mais là, on sait même pas ce qui s'est passé. Donc, du coup, tu sais pas si le Luka, il est juste triste. Parce que moi, quand je le vois, il a l'air triste. S'il est juste triste, s'il va arriver là-bas, il va chialer parce qu'il est nostalgique et qu'il se rend compte qu'il a le mal du pays. Il a envie de leur péter la gueule, comme ce serait horrible, imagine. Le mal du pays au Texas quand tu es à Los Angeles, non, je te dis qu'il l'a pas. Non, parce qu'en vrai, non mais si, parce qu'à Los Angeles, c'est pas les mêmes impôts qu'au Texas. Donc les impôts, c'est le mal fiscal, il peut l'avoir. Ouais, mais en vrai, Luka, il va faire une pub Burger King et ça va être remboursé l'argent de toute façon. Mais ce serait pas bien joué qu'il fasse une pub Burger King. C'est incroyable. Tu sais que moi, j'ai un besoin viscéral ça fait partie de mon métier d'essayer de dire la vérité ou de dénoncer l'hypocrisie. Et je te dis pas ce que je donnerais pour mettre 5 syndicalistes de la CGT à prendre mon Nico Harrison, le séquestrer et lui mettre des baffes dans la tête jusqu'à ce qu'on ait les réponses. Et je veux les réponses, en fait. Je veux entendre... parce que la vérité, on la saura jamais. Mais lui, il la sait dans sa petite tête de piaf et ça me rend fou, en fait. Moi, j'en dors pas la nuit. Parce que, qui me disent, j'étais trop con, Luka, il est gros, ma femme voulait le baiser. Qui disent, on doit vendre la franchise à Las Vegas. Qui disent, j'étais drogué. Qui disent un truc. Mais il n'y a que lui qui sait la vérité et ça me rend malade parce qu'on la saura jamais, en fait. On le saura jamais. Même le gars des Lakers n'a pas compris. Luka n'a pas compris. Il n'y a que lui qui sait. Et en vrai, je ne dormirai plus. Je ne dormirai plus parce que j'ai besoin. Parce que c'est tellement fou. Et il y a tellement 10 pistes, mais on saura, en vrai, on va mourir sans savoir, quoi. Moi, je dormirai plus tant que j'aurai pas cette pub de Luka Doncic pour Burger King qui fait attends, imagine la présentation des joueurs, ils entendent Luka Doncic comme ça. Il dit comme quoi on peut être gros et quand même gagner la NBA, tu vois. Ouais, c'est ça. Et avec une grosse marque de maillot sur la barbe comme Luka Doncic. La pub, les pubs en général des joueurs pour la bière, le McDo et tout. Quand je pense que les ricains, ils sont là obèses à regarder leur truc, il faut, t'as vu, il en mange. Nikola Jokic, moi aussi, je peux en manger. Et t'es là, mais ils sont obligés de bouffer du poisson aux graines tous les jours, des trucs horribles. Et eux, ils font de la pub pour le fast-food, alors qu'en vrai, je pense ils peuvent plus se permettre. Jordan, il a fait sa carrière, sa fortune sur McDo et Coca-Cola. Ouais. Mais lui, il bouffait vraiment des pizzas parce que c'était un vrai. Et vous avez... C'est pour ça qu'en fait, c'est le GOAT. C'est vous qui avez parce qu'en fait, il bouffait vraiment des pizzas. Non, mais c'est vrai que je comprends que LeBron, il y a un côté moins classe, il y a un côté scolaire, en fait.
Jordan, c'est le côté don des dieux, même si on sait qu'il a énormément travaillé. Et LeBron, il y a le côté don des dieux, mais surtout, voilà, son corps est bien parce que il dépense 1 million et il fait ça et il fait ça. Ouais, c'est d'ailleurs moi, c'est une théorie que j'ai souvent en stand-up. Ça me donne envie d'être une feignasse dans la vie, les gens qui sont hyper bons à ce qu'ils font, parce que un, tu les vois, tu dis bah je peux pas le faire. Et de deux, il y a 2 secrets. Il y a le don, ce qui en soi, je vois pas pourquoi on applaudirait des gens qui ont rien fait pour un truc, et le travail. Et du coup, les gens se cassent le cou qu'il n'y a pas de secret. Parce que... Et du coup, il n'y a pas d'admiration, en fait. L'admiration, ça vient de quoi? D'un truc qui te tombe tout cul dans le bec ou d'un truc où tu t'as passé ta vie à faire que ça de toute façon? Donc, dans tous les cas, je suis là, bah, je vais continuer à rien branler, moi. Parce que dans tous les cas, non, mais je veux dire, tu gagnes pas. Je veux dire, les gars, ils voient LeBron, ils se disent, ah putain, il est fort et tout, mais ils voient que... T'as vu l'anecdote d'Austin Reeves qui dit qu'il n'a pas réussi à le battre, à arriver plus tôt que lui à l'entraînement? Il dit, avant les matchs, il dit j'arrive 3 heures avant, il est déjà là. 4 heures avant, il est déjà là. Je crois que tout simplement, LeBron n'aime pas sa famille et reste dormir au stade. C'est la seule explication. Quoi. Je pense qu'il a un tracker sur toutes les bagnoles de ses coéquipiers, surtout. Et c'est très bien. Il les suit, il a une grande pièce en bas avec des points rouges qui se baladent comme ça. Il sait qui va où et du coup, il se balade, il y va en premier. Lui, il a un hélico, il s'en branle. Par rapport à ton travail de stand-upper, Urbain, moi, j'avais une question à te poser. Ouais. Finalement, où tout est... Alors, beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit énormément de phases d'impro avec le rapport avec le stand-upper, le public, etc. Finalement, ce sens du... Parce que vous le racontez dans vos podcasts souvent, ce besoin de rythme, d'improvisation, finalement, le basket, c'est ce qui se rapproche le plus en sport de ce genre de travail que tu fais, du stand-up, puisque le rythme, l'improvisation, on passe sur le côté athlétique, on a bien compris. Mais le reste, c'est... je peux revenir. Je peux revenir. J'ai 37, LeBron 40. Je peux encore être là. Le basket a ce côté improvisation aussi, mais j'avoue que nous, on est gars de... Enfin, en vrai, je regarde plus les matchs en direct. Enfin, All Possessions, c'est aussi ce qui a fait que ça a changé ma vie de basketteur. En fait, les temps morts, on en a reparlé pendant l'All-Star Game, c'est quand même, je ne sais pas comment ils arrivent à gérer ce truc de gestion du rythme. Mais sinon, oui, pour ce qui est du sport de l'improvisation, bah, le basket, oui, c'est sûr que c'est le sport, c'est du hip-hop, c'est du jazz, quoi. Tu sens que chaque mec a un instrument. Il y avait un stand-upper qui avait dit ça, qui avait dit le stand-up, c'est pas la peine de les comparer, les stand-uppers, parce que vraiment, c'est vraiment des instruments de musique. Il y en a qui jouent du métal, il y en a un qui joue du jazz, et c'est chacun son propre rythme, sa propre musicalité. Et les basketteurs, tu vois, ça me fait marrer comme les Américains n'arrivent toujours pas à revenir que ce con Jokic arrive à les sabrer en ayant un rythme très lent, et ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas ce truc. Et du coup, oui, j'ai l'impression que chacun a son style c'est ça qui me fait marrer. L'opposition de style me fait marrer. Et je sais pas si c'est ça que tu voulais que je dise. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est en plus, il y a ce côté trash talk, etc. Quand on voit trash talk est très drôle, mais franchement. Quand on voit les images de Playground aux États-Unis, les vannes sont super drôles souvent. Puis une des vannes les plus drôles que j'ai lu par écrit, que j'ai dû replacer dans un sketch un jour, c'était quand même... je me souviens, je sais pas si vous vous rappelez, vous êtes vieux comme moi, de ce magazine incroyable qui s'appelait XL, le magazine. Les couvertures étaient marron. C'était un truc dans les années 90. C'est un magazine de pop culture française. Il y a 2-3 qui doivent se souvenir. Ça n'a pas duré tant que ça. Mais c'est très représentatif des années 90. C'est d'ailleurs très cher à retrouver. C'est très rare. Bon, il y avait une interview à la fin, un peu comme la 4e couve de Libé de mec. Il y en avait une de Charles Barkley. Il faudrait absolument que je la retrouve parce que je me souviens que toutes les réponses étaient à crever de rire. À l'écrit, quoi. Et la seule dont je me souviens vraiment, c'était votre matière préférée à l'école. Et il avait dit la cantine. Et genre, j'ai 9 ans, et cette blague, je me dis, mais elle est incroyable, en fait. Et en fait, c'est vraiment une vraie blague, c'est une vraie blague, quoi. Parce qu'il y a tout dedans, quoi. Et je sais pas qui c'est Angola, mais Angola peut avoir... Angola is in trouble. Enfin, tout... Il y a des vanneurs, hein. Il y a des vrais gros vanneurs dans NBA. Drôle, quoi. Des acteurs, quoi. Donc ça, j'avoue que c'est fascinant par rapport aux gars du foot, où t'as jamais vu un gars du foot dire un truc marrant. En fait.
Non, c'est puis t'as des duos enfin, les duos qu'on voit en NBA. Bon, alors après, la NBA, c'est mieux que personne de mettre en scène certaines histoires. Mais là, on voit en ce moment Jokic et Westbrook qui s'entendent super Ouais. bien. Ça, je suis si content. Il y avait des duos, Tobias Harris et Boban, qui étaient super oui. drôles aussi. Bon, c'est vrai qu'ils sont pour ça, ils sont bons. Qui est-ce que tu vois, toi, avec ton œil d'humoriste, qui te fait, quand tu le vois, il te fait tout de suite marrer. Bon. Anthony Bon, Edwards, c'est un acteur. Hein. Anthony Edwards, c'est un acteur. Quand il joue dans le film avec l'Espagnol nul, là, avec Ouais, Adam Sandler. Hernan Hernan Gomez. Gomez. Ouais, ouais. Que j'ai appris après le film que c'était un vrai joueur et j'ai regardé sa vraie carrière. Je dis, le pauvre, il a un film, genre c'est lui, Victor Wembanyama, et en fait, il est nul à chier. Ouais, bah surtout qu'il nous explose. Et Moi, en je l'avais plus, vu 2 jours après, il nous explose en finale voilà. de l'Euro. Et le karma, c'est je me fous de sa gueule et il décide de faire une fois 13 sur 15 aux 3 points. C'est pour nous assassiner alors qu'on était meilleur qu'eux. Ah, je le déteste. Je le déteste. Je le mets juste devant Chet Holmgren dans les gens que je déteste. Chet Holmgren qui prend une balle perdue. Pourquoi mais non, mais parce que c'est le Victor Killer. Parce que c'est oui, lui bien sûr, que. C'est le Nemesis. Okay. Ouais, ça m'énerve déjà qu'OKC, je les aime pas. Non, mais moi j'ai très très mal supporté la première année où c'est peut-être pas. Au début, c'est pas Victor le rookie de l'année. Le rookie de l'année, mais je dis, mais il va nous piquer notre victoire. Il va nous, mais tu sais, il m'énerve quoi. Il m'énerve. Il va te kill ton dream. Ah ouais, carrément. He's kill my dream. This man, Nico. Je vous conseille l'interview des fans des Mavs qui font une manifestation. Les ricains, ils n'ont jamais manifesté pour leurs droits, ils n'ont jamais manifesté pour. Ils payent un tube de Ventolin à $70 et là on fait un trade, ils vont devant une statue d'un mec mal fait. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, qui est tu parlais d'Anthony Edwards. Anthony Edwards, dans le film, il est exceptionnel. Et LeBron, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans le film de Amy Schumer, il a fait dans Trainwreck. Franchement, il est excellent dedans. Ma meuf, elle n'en revenait pas. Elle me disait, mais c'est un acteur, LeBron. Il est trop marrant, quoi. Il était trop marrant. Donc, non, c'est peut-être parce que c'est des Américains, mais ouais, non, je trouve qu'il y a un truc particulier avec le basket, quand même. Qui limite, moi, presque me gêne. Le fait qu'ils se parlent autant, quand ils sont en mic up et que je vois comment ils se parlent et tout, ça me paraît. Ça me paraît fou, en fait, de se parler autant pendant un match, d'être copains, mais pas copains. Bon, en tout cas, je pense que les rivalités reviendront jamais, quoi. À part entre des très mauvais joueurs, et tu vois, Dylan Brooks, il a fait le malin avec LeBron, mais en fait, entre boss, ils savent tellement qu'ils peuvent se retrouver dans l'équipe l'un de l'autre du jour au lendemain, qu'ils ont des intérêts financiers, ouais, ils se détesteront plus, quoi. C'est dommage. Tout à l'heure, on parlait de GOAT. Tout à l'heure, toi, est-ce qu'il y a... Tu disais qu'on pouvait pas forcément comparer les gens dans le stand-up, mais est-ce qu'il y a un GOAT pour toi, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, un top 5 sinon du stand-up pour toi? Alors, bon, le problème, c'est qu'il avait eu des petits soucis, mais vraiment, je pense qu'au niveau de combien de spectacles il a produit et l'impact qu'il a sur l'humour, pour moi, Louis C.K., c'est le GOAT indétrônable. C'est grâce à lui que moi, j'ai fait de l'humour. Moi, je te suis. Et en fait, moi, j'ai toujours, en fait, c'est ça. Moi, déjà, je ne supporte plus cette expression. Déjà que on est les Français, donc on comprend mal les expressions américaines, mais on dit ouais, il y a des GOAT. Bah non, il n'y a pas des GOAT, ça s'appelle Greatest of All Time. Donc typiquement, dans chaque catégorie, il y en a un. Donc à chaque fois, et moi, je dis toujours dans les trucs, je suis toujours ouvert à la discussion sur qui a entre numéro 2 et numéro 10 dans toutes les catégories. Mais si tu me parles série et que ta série préférée, c'est pas Les Sopranos, c'est même pas la peine de me parler. Si tu me parles de musique ou de rock et que c'est pas les Beatles en numéro 1 et puis après on parle, ou de reggae ou c'est pas Bob, ou voilà, j'en sais rien, et ben l'humour, moi, c'est à peu près c'est plus discutable, mais quand même, avec un stand-upper sérieux, il me dit dans les yeux qu'avec 6, 7, 8, 9, 10 spectacles d'une heure qui sont tous aussi forts que les uns que les autres de Louis C.K., c'est pas lui le meilleur. Après, il va me dire, ah, mais t'es pas tolérant. Non, je suis tolérant du 2 au 10, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Et donc, parlons d'autres gens. Il y a Bill Burr, évidemment. Il y a Patrice O'Neill, le regretté. Il y a un gars qui s'appelle Doug Stanhope, moi, que j'adore. Il y a, en France, c'est Blanche, pareil, je discute pas. Les gens qui discutent, voilà, je discute pas au niveau du stand-up. Et puis
Et puis, je sais pas, toi, vous suivez un peu, vous, le stand-up américain? Non, carrément. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est marrant que les deux que tu as cités en premier, Louis C.K. et Bill Burr, moi c'est effectivement deux de mes préférés. En fait, ce que j'aime beaucoup notamment, c'est que je peux ne pas du tout être d'accord avec le propos. En fait, c'est que je trouve que c'est tout le temps drôle techniquement. En fait, ça me fait quand même rire, même si tu sais que lui, même la personne est pas forcément convaincue de ce qu'il raconte. Peu importe. Parce que toi, t'es un Américain. Et c'est un truc que les Français, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Plein de gens, des fois, moi, j'aime bien discuter. Et quand les gens, ils disent, genre, sous un commentaire, pas drôle, que ce soit moi ou un copain, je dis, explique. Pas drôle, pourquoi? Il y a deux raisons pour un truc qui est pas drôle dans la vie. Il y a, j'ai compris la blague, je l'ai vu arriver, et du coup, c'est pas marrant. Ou je l'ai pas comprise. Voilà. Et si c'est pas drôle, c'est ah oui, non, techniquement c'est marrant, mais j'aime pas que la punchline elle défende un truc politique avec lequel je suis pas d'accord. Je dis, mais ça, c'est pas drôle, ça. Ça n'a rien à voir. Si la même technique de la blague, je la change, mais à la fin, ça attaque le camp que toi, t'aimes pas, et là, que d'un coup, c'est drôle, bah, c'est que t'es con, ou alors que t'es pas au même niveau d'appréciation de l'humour que moi. Et ça, je peux le comprendre. Mais moi, c'est tellement le truc le plus important pour moi dans la vie, les blagues, que, effectivement, j'en ai rien à foutre si je suis d'accord avec un gars ou pas. Limite, je trouve ça plus fort que le gars, il part d'un point de vue que je déteste, mais il m'a fait rire avec. Et il m'a fait un petit peu tweaker d'avis, même en comprenant un autre point de vue. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de mal en fait avec l'humour politique. Beaucoup de mes collègues, à un moment, leur carrière stagne et ils choisissent un camp ou un autre et ils font plus des blagues, ils font des tracts. Il y en a beaucoup là en ce moment qui ont fait des revirements de carrière comme ça. Je peux le comprendre. Pour moi, ils respectent pas les blagues quand ils font ça, quoi, parce que c'est juste que ça devient de la politique et donc c'est pas marrant. Donc oui, c'est vraiment pour moi la blague au-dessus de tout. Et si tu savais le nombre de gens détestables qui me font rire, des fois ça me dégoûte. Quand vraiment les idées, je les déteste, je les mets pas en avant. Mais tout le monde a ça. Tout le monde a ça en humour. Mais j'avoue que c'est une vibe qui est plus chez les gens qui sont vraiment passionnés d'humour et pour un gars où c'est plus neutre, il préfère les films où il s'en bat les couilles des choses en général, car il n'est pas intéressant. Et ça arrive, hein, il y a beaucoup, beaucoup de gens pas intéressants. Mais il y a des gens qui mettent pas l'humour au-dessus de tout, et moi, c'est ce que je fais. Et du coup, c'est des embrouilles avec des gens. Bien, c'est des embrouilles avec moi-même, en disant, il y a des gens qui vont m'en vouloir pour cette blague, mais je peux pas, quoi. Je peux pas ne pas la faire. Donc oui, Patrice O'Neill, je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit sur les meufs. Je suis d'accord avec rien. Il aurait eu du mal aujourd'hui, hein, parce que le Patrice O'Neill, effectivement, qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, je pense, ou plus. Je sais pas du tout comment s'il aurait été obligé de changer un petit peu son fusil d'épaule ou. Un tout petit peu, mais je pense qu'il serait aussi au niveau de Joe Rogan. Il avait commencé à faire des podcasts et franchement, il termine tellement tout le monde en théorie, en texte un peu marrante, en improvisation, que franchement, il aurait été à un niveau, je pense. En fait, il est mort juste avant la période où on pouvait tout casser en solo, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont en train. Je sais pas si vous avez déjà vu. Vous voyez qui c'est, Marcus, le mec qui faisait les jeux vidéo depuis toujours là, sur Game One. Non. Bon, il a toujours fait les jeux vidéo. Et sur Game One, il avait plus ou moins inventé le concept de Twitch. C'est-à-dire que c'est lui qui parle et là, il y a une interview où il rigole, il fait ouais, bah, c'est presque moi qui ai inventé ce truc. Bah, moi, j'ai pas l'argent des mecs. Et il a un seum, mon gars, mais un seum, mais pas possible. C'est le gars qui a inventé le podcast et qui s'est fait baiser, tu vois. Et Patrice O'Neill, heureusement, enfin pas heureusement, il est mort juste avant, mais il aurait tout cassé, je pense, s'il avait pu profiter de ces trucs-là que nous on a. Mais je te rends compte, en un an. On lance un podcast sur le basket. Maintenant, entre les vues YouTube et tout, on a presque, ça va faire entre 7 et 10 000 personnes qui peuvent nous écouter. Les Reels, ils sont vus, juste on met des petits bouts. J'ai pu parler à Bastien de Trash Talk qui savait qui j'étais. Vous savez qui je suis. Erwan nous a suivis. Moi, c'est que des gens que j'adore. Et en un an, on a ça et on peut créer son propre média soi-même. Et tout. Enfin, c'est la période qu'on vit pour ce qu'on aime faire, que ce soit stand-up, podcast. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. On est en train de détruire les médias. Enfin, c'est génial, quoi. Il y avait une chanson d'un groupe que j'adore qui s'appelle Dinosaurs Will Die. C'était sur l'industrie musicale. C'était NoFX qui l'avait faite. Et moi, j'y pense tout le temps. Là, même voir dans les
moi, avec le stand-up, mon but, c'était de détruire les humoristes à la papa, avec les sketchs noirs, et le sketch, c'est la belle-mère dans la voiture, et les vieux théâtres, les trucs guindés un peu pourris. Quand on arrivait, ils disaient, mais vous n'avez pas d'accessoires, vous n'avez pas de perruque, vous parlez avec un micro. Et tous ces gars-là, maintenant, sur toutes les grosses salles de Paris, il y a du stand-up partout, il y a 10 comedy clubs couvrent. Maintenant, on a tellement trop gagné la guerre que je serais prêt à ce qu'il y ait des humoristes un peu à l'ancienne qui redébarquent. Mais là, c'est 10 ans où j'ai l'impression d'avoir fait partie d'un mouvement comme le hip-hop ou le nouvel Hollywood. Ils ont pris tous les... Alors que c'était des bons films, hein, les films à la John Wayne, à la papa, mais ils sont arrivés, ils ont tout dézingué. Et là, moi, de voir que les podcasts, le stand-up, tout ça rafraîchit toute la manière dont les gens parlent des trucs. Et enfin, les gens parlent dans les médias basket et dans les médias tout court ou en stand-up comme on parle dans la vraie vie. Mais moi, je touche du bois tous les jours sur le niveau de... Enfin, je sais pas. Tu te rends compte de comment Vous parliez de ça avec Erwan, il parlait des débuts du journalisme, comment il devait écrire des piges pour des tocards dans des sports qui n'étaient même pas les siens, entendre des gars qui parlaient mal de basket, qui ne connaissaient rien. On les a tous niqués, quoi. J'en suis tellement ravi, tu ne peux pas savoir, quoi. Voilà. Pierre, tu voulais enchaîner avec les rubriques peut-être ou Ouais, on peut enchaîner avec les rubriques. Moi, ce que je trouvais le bon clin d'œil de Airball, c'est qu'il a été créé un week-end de All-Star Game, qui est quand même le truc le plus second degré du monde. Aujourd'hui, à y avoir le truc le plus drôle, c'est-à-dire faire un premier podcast après All-Star Game, il y a tellement de trucs marrants à dire derrière et de vannes à faire que c'est vrai que c'était la voie royale finalement. Ouais, je me rends compte qu'il y a toujours des trucs. Et en vrai, par contre, non, ce qui est fou, c'est que, en fait, j'aimerais. Tu vois, vous avez une quotidienne et vous avez toujours des trucs à dire. Tous les matins, il y a des trucs à dire. En fait, la NBA, c'est presque trop ramassé. Moi, je suis dégoûté. J'en suis au stade où j'expliquais à ma meuf que voir 3 matchs de la veille, je me sens frustré. 3 matchs. Ça m'arrive de me taper les Spurs, les Lakers, le gros match. Et après, je vous écoute. D'ailleurs, ôte-moi d'un doute, vous regardez combien de matchs en vrai ? Bah, ça dépend en fait. On regarde. En moyenne, 1 ou 2 par soir ? Je pense que c'est à peu près ça. Après, des fois, il y en a que tu regardes pas en entier, même avec les... Tu vois, tu regardes des morceaux, tu regardes plusieurs morceaux de certains. J'ai l'impression que c'est plus, en fait, sur la semaine que ça s'équilibre, plutôt qu'au jour le jour. Ça dépend beaucoup du type d'affiche, des matchs qu'il y a eu, et puis du reste de l'activité qu'on doit gérer. Mais ouais, c'est dans ces eaux-là, je pense. Parce que moi, je vais pas vraiment analyser, mais j'avais vu Alex de Trash Talk dire avec le All Possessions, moi je vois que les Nuggets ça marche, je me retape leurs 6 derniers matchs. Et par contre, moi je suis presque incapable de voir un match dont je connais le résultat, genre vraiment parce que après j'ai pas une vraie analyse que je vais faire, mais là par exemple ce matin un Herbolos qui a voulu me faire plaisir me dit t'as vu gros carton, je me lève, premier message sur Instagram, gros carton de CP3, ils ont gagné ça. J'ai dit écoute, je t'emmerde, voilà, tu viens de me gâcher mon 40 minutes des Spurs, quoi. J'ai plus envie de le voir le match. Moi, une fois que je sais le résultat, c'est terminé, quoi. J'ai quand même besoin de... J'ai hurlé hier dans la chambre d'hôtel sur le final de Charlotte Los Angeles. Ah oui. Ah mais ça m'a... Je prends trop à cœur, c'est mon problème. Je prends trop à cœur les... C'est quoi vos 2 équipes chacun ? Alors moi, on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'ai équipe de cœur, mais dont je me fous un peu aujourd'hui, c'est Chicago. C'est-à-dire que moi, j'aime le basket. Donc voilà, c'est ce que je dis. Si t'es français et que tu t'attaches à un maillot avec ces franchises qui respectent rien, qui peuvent changer de ville, qui peuvent changer d'équipe, qui peuvent trader tes joueurs préférés, à moins que tu sois né là-bas, c'est complètement con d'être trop attaché à une équipe. Quand je vois mon pauvre Alex justement en train de se torturer la vie à aimer les Phoenix Suns alors qu'il n'est pas de Phoenix, le gars. Je veux dire, juste change de crèmerie, choisis un joueur et suis-le, te fais pas mal au cœur comme ça. Moi, les Spurs, il n'y avait plus Wembanyama, je regardais vite fait, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, exactement. Donc, quand ils ont été bons avec Rose et Noah, j'étais trop content, tu vois, mais voilà, là, je suis pas... C'est ça. Si ça redevient bon, quoi. Je suis de retour. Voilà. Et si 3 gars sur Twitter de, je sais pas, Toronto Raptors France, quand je sais pas, eh ben alors t'étais où ? J'étais pas me faire chier avec vous. En fait. Si vous êtes des malades, alors que vous êtes même pas de Toronto et que vous voulez vous emmerder la bite
Non, mais regarde, Wax, là, il a peut-être une petite année avec les Pistons, mais il souffre dans son cœur, quoi. Moi, mais ils disent qu'il a une vraie histoire avec Détroit, la famille. Ouais. Donc bon, voilà, s'il y a la famille, il y a de la famille, il y a tout ça, quoi. C'est un peu autre chose. Pour le coup, il a une approche très forte, quoi. Mais moi, j'ai déjà très mal. J'ai choisi l'OM comme un con au foot, débile, mental. Et le Clermont, ça, j'y peux rien, c'est là où je viens. Voilà, mais cette année, ils sont nuls au rugby, mais c'est une torture. Et franchement, je regarde les matchs vite fait. Moi, je n'ai pas de peine à avouer que je ne suis pas ce supporter. La vie est trop courte. Il y a trop de bons films. Je ne vais pas me tuer. Oui, je sais que c'est un peu ridicule. Et d'un côté, quand c'est la finale de la Coupe du Monde en foot et qu'il y a des moldus qui n'ont pas regardé un match et qui viennent célébrer la finale, j'ai envie de les tarter. Donc, je comprends un peu ce truc. Mais je trouve qu'il y a un entre-deux avec du sport américain, quoi. Enfin, mais même, tu vois, même pour l'équipe de France, moi, je suis pour les équipes de France, mais je suis pour elles si elles jouent bien, en fait. Tu vois, je suis pas à m'offusquer si on se fait taper en quart de finale parce qu'on n'est pas bon. Moi, ça me rend pas. Moi, ça me rend pas. Les équipes de France. Je suis pour les équipes de France, mais je veux qu'avant tout qu'elles jouent bien, quoi. Ben ça, tu vois, ça, j'ai jamais. Par exemple, au foot. Quand il y a des bonnes années où les mecs sont là, ouais, moi je préfère le Brésil, ça joue bien, je veux les massacrer. Là, pour le coup, il y a tout le Front National dans mon corps, j'y peux rien. J'ai une fibre de chauvinisme quand c'est le sport, je n'arrive pas à m'empêcher. Je sais que c'est complètement je comprends. Je sais qu'en tant qu'amoureux du sport, mais voilà, quand Thierry Henry nous a fait gagner avec sa main et que les gens l'ont critiqué, le gars qui nous a donner des compétitions, là il nous sauve le cul alors qu'on va se faire tarter par des Irlandais et tout le monde dit il a triché, mais nique ta mère en fait, il a triché pour la patrie quoi. Ça me rend fou, putain les gars quoi. Donc non moi pour les équipes de France. Mais moi les équipes de France je suis pareil. Mais les JO, mais j'étais mais là voilà. Malade. Mais pour le coup, oui. Non mais j'ai eu peur pour ma santé. Moi je ne regarde pas les matchs. La fin contre l'Allemagne, je l'ai pas vu. Et mes potes qui m'attendent connaissent depuis 20 ans. Après, s'il y a un gars qui m'a jamais vu de sa vie, il dit mais il est fou. Il n'est pas entraîneur de l'équipe, c'est un malade. Mais moi, je suis derrière et je peux pas voir les matchs. Mon petit frère, il venait toutes les secondes pour me dire, et je te jure que entre l'alcool, l'excitation et tout, je sentais mon cœur taper. Je disais mais Urbain, calme-toi. J'ai essayé de faire des exercices de méditation pour en avoir rien à foutre du match. Mais je pouvais pas. Physiquement, je ne pouvais pas. Ça fait mal physiquement. Ça fait mal, quoi. Et je me souviens, une fois, c'était Bernard Laporte, quand il est entraîneur de Toulon. Et il avait ce truc-là où il disait, il faisait des tours de stade, il a dit, il faut que j'arrête d'être entraîneur, mon corps va lâcher. Et quand je me suis rendu compte que moi, j'avais les mêmes sensations que lui, sauf que je ne suis pas coach de l'équipe de France. Sinon, j'aurais mis Rudy sur le banc bien avant. Mais jamais j'aurais fait. Non, ouais, ça me rend malade mental. Le beau jeu. Hier, je regardais j'ai fini, j'ai bingé comme beaucoup de gens Court of Gold, la fameuse série. Ouais. Et donc tout amène à la finale qui est pour Netflix. Alors là, c'est du beurre, tu vois. Ah mais ils sont contents, ouais. Voilà, mais sauf qu'on arrive à la fin. Et alors, j'étais allongé comme ça. Donc je regarde, je suis limite ému par Dylan Brooks, que soudain je trouve humain, trop sympa et tout. On voit qu'il est d'une famille, ils sont tous bien nés les Canadiens, tout va bien pour eux. Et soudain on arrive à la finale, mais on arrive dans le Money Time, je me casse. C'est-à-dire il met le premier Curry. Je suis devant un documentaire. Le truc est passé depuis 6 mois. Je me lève, je me casse, je vais dans ma chambre, j'attends que ça passe, j'écoute de loin. Je reviens, je me mets les mains sur les genoux, le cul en arrière, à ça de l'écran pour les voir et tout. Et à la fin, la dernière phrase, c'est Victor qui dit de toute façon, je plains nos adversaires pour les années à venir. Et un gars qui lui dit quoi, NBA, partout. Et ça se coupe comme ça. Ouais. J'ai pas dormi avant 3h du matin. Ah ouais, non, mais je comprends. J'étais comme un. J'ai passé comme ça devant la télé. Mais en vrai, moi, ce qui me console avec cette défaite, c'est qu'on n'arrive pas à calculer qu'on serait encore en train de la fêter si on avait gagné. Et en fait, on aurait changé le cours de l'histoire de tout le basket et la legacy de tous ces joueurs. C'est-à-dire que LeBron, et en fait, ils ne pouvaient pas perdre d'une façon ou d'une autre. Les Français, là, n'auraient pas pu gagner à ce moment-là contre les 3 plus grands. C'est impossible. Et les filles, ça m'a fait plus chier encore. Ah, et les filles, c'était terrible. Les filles, on aurait pu gagner les filles. Ça aurait été pas mal qu'on gagne les filles. Sportivement, les filles, je le fêterais encore. Ah ouais, c'était encore mieux. Putain, j'avais oublié les filles. Putain.
Je vais me remettre dedans. Mais c'est fou, ouais, je te dis, ouais, ça me remet dedans. Je peux pas parler de 2006, la finale de la Coupe du Monde, sans avoir la larme à l'œil et tout. Le basket, le basket. Pour le coup, même quand j'étais pas basket, là, pour le coup, je vais faire le supporter qui en a chié. Je me souviens de compétition de l'équipe de France. C'était qui le mec avant Collet? Bergeau? Claude Bergeau, ouais. Il y en a eu plusieurs. Juste avant, il y a eu. Qui a fait juste un. C'était un entraîneur de Limoges, là. Un dinosaure. Ouais, exactement. Mais Claude Bergeau, c'est celui avec qui on est médaille de bronze en 2005 et avec qui on se crache en 2007 en Espagne. Et donc 2005, moi je me souviens, 2005, 2003, ces années-là, j'ai des souvenirs très précis d'être en vacances chez ma meuf à l'époque et de passer pour un extraterrestre en disant je veux voir le match. Il me disait quel match? Il y a du foot? Et je dis non, je veux voir le basket. Et par chance, l'oncle de ma copine de l'époque chez qui je suis, c'est un entraîneur de rugby. Donc il a Sport Plus et tout à l'époque. Okay. Fallait aller sur Sport Plus. Ouais. Se taper un match de l'équipe de France de basket en Grèce et tout, et là, mais personne connaît, mais rien. Je me souviens qu'il y avait 25 personnes de toute sa famille. Je suis le seul blaireau à 9h du mat qui veut regarder un match de l'équipe de France. Et ça, quand on est à deux doigts de taper les Américains, tu vois, j'y pense. Je me dis quand même, on revient quand même de loin. Et là, c'était. Mais en vrai, je me rassure en disant, on ne pouvait pas. C'était même pas juste. C'est comme il y a une finale que les gens aiment pas de la France au rugby qu'elle a perdu le 2011. Mais en fait, si on repasse 2011, on avait été nul tout le truc. On fait un match héroïque contre les Blacks, on perd d'un point. Mais les All Blacks, ils avaient perdu les 2 dernières. Ils n'avaient plus gagné la Coupe du Monde depuis 87 à cette époque, alors qu'ils tartaient tout le monde. Celle-là, elle est chez eux. Ils ont survolé tout le monde. Et les gens voulaient en plus que les Français les rebattent. Mais là, c'est pareil. En fait, on aurait rebattu l'histoire du sport si on gagne celui-là. C'est-à-dire que les All Blacks, l'équipe la meilleure de tous les temps, ça devient des merdes qui gagnent jamais. Pareil, l'Argentine, si la France gagne 2 Coupes du Monde de suite la dernière fois, ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Ça fait tu vois. Donc, il y a des victoires. Il y a des moments où il faut gagner. Tu vois, la dernière Coupe du Monde de rugby, il fallait la gagner. Là, on a fait une erreur gravissime parce qu'on s'est fait enfler par les arbitres. Pour moi, on l'a pas perdu parce qu'on s'est fait enfler. On avait le niveau. Mais tu vois, le basket, ça me fait pas mal. Si en 2028, ils ont leur meilleur joueur, c'est Jason Tatum, que nous, on est énorme et que là, on repère, là, je vais péter un câble. Mais là, ça me fait pas mal, c'est normal. On aurait changé l'histoire du basket à faire perdre Curry, Durant et LeBron. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et puis, bon, c'est beau quand même. On pourra juste dire, on a dû les forcer à faire ça. On a dû les pousser dans leur dernière. Alors, bien sûr, ils ont cette attitude à se foutre un peu de notre. Mais c'est pareil, de toute façon, ce débat de les États-Unis, on va l'arrêter tout de suite. Il est ridicule. Les États-Unis, ils sont 300 millions d'habitants. 270, c'est ça? Donc, le match, ça peut pas être 270 contre 70 millions. Et le fait est que s'il y a une équipe avec Giannis, Jokic, Doncic et Victor, on les encule. On les déboîte. Voilà, s'il faut couper le mot. Donc, quand les Américains ils sont là, ouais, les autres pays nous rattrapent pas, mais ils t'ont déjà rattrapé. Europe contre États-Unis, c'est un massacre. C'est un massacre. Donc, ils sont là c'est même rigolo qu'ils soient là à penser d'avoir un tout petit peu peur de la France, un pays de 70 millions d'habitants. C'est moins grand que le Texas, la France. D'où vous osez comparer. Votre pays, c'est pas un pays, c'est un continent. Vous n'êtes pas un pays. On ne peut pas dire États-Unis contre France, c'est ridicule. Le vivier, il est 10 fois plus important. Donc le fait même qu'on ait pu un peu rivaliser, ça fait que c'est des énormes merdes en vrai. Bien sûr. Et que... Mais c'est vrai. Et vous devez parier la baraque ou votre vie sur... Et ils ont eu le temps de s'entraîner. Hein. C'est une équipe... Il y a Giannis, il y a Jokic, Schroeder, Wemby. C'est ça notre équipe. Contre les Américains, franchement, vous pariez sur qui? Mais en plus, ils ont failli perdre aussi contre la Serbie en demi, où c'était là encore plus. Moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient pas passer la demi, même. Ils ont chié pas contre le Soudan aussi, à un moment. Ouais, ils ont perdu même un match. Ils ont perdu un match en prépa, non? Non, ils ont gagné de rien. Ça s'est joué à la toute fin contre le Soudan du Sud. Ouais. Parce que ça, dans le documentaire, on n'en parle pas du tout. Ouais. Ah ouais, mais je me disais, en prépa, ils allaient en parler. Ouais, c'est vrai, ils n'en ont pas parlé de ce truc. Alors que ça aurait pu être un bon coup d'accroche de « Ah, les gars, il va falloir qu'on bosse quand même. » Ouais, c'est ça. Mais bon, tout était beau dans cette histoire. Finalement, c'est le plus beau tournoi qu'on ait jamais vu. Ils ont failli perdre 2 fois. Les vrais étaient là. Et effectivement, je pense que là,
oui, derrière, s'ils ont toujours pas compris avec leur génération de nuls qui arrivent et de non, mais leur seule chance, c'est que je te dis même pas de l'Europe, mais tu l'as vu cette photo de Doncic, tous les mecs des Balkans en fait. La photo, tu sais où ils se retrouvent. Et d'ailleurs, tu te dis bon, bah, en fait, ils sont vraiment potes. Donc en fait, politiquement, on a vraiment séparé des pays qui devaient être un pays, enfin qu'eux, ils se sentent vraiment être du même pays, quoi. Tu vois, c'est bizarre qu'ils soient tous autour de la même. Après, ils ont beaucoup en commun, quoi. Ouais, voilà. Ils sont très, très non, mais proches, beaucoup plus que ce que je pensais, quoi. De là, ils se mettent tous à la. Bah, c'est vrai qu'on s'appelle tous Hitch. Il y a un moment, on doit se dire qu'on est les mêmes gars, quoi. Mais tu vois cette photo et tu te dis, mais ils assassinent les Américains et sur une série même. Donc, bon, ils me font marrer, quoi. Avec leur pays qui est grand comme une planète, à dire, ouais. Ils sont ridicules. Ils ont perdu, en fait. Ils ont perdu, mais ils veulent pas le dire. En tout cas, c'était de revoir ce documentaire. On se disait que ça nous ramenait dans des bons souvenirs. Franchement, quand tu te dis c'est il y a 8 mois, ça, je regardais ça, j'ai éteint, j'ai dit qu'est-ce que c'était bien et tout. Ah, et puis, tu prends le téléphone, tu dis ah c'était bien, tu vois. Comment ça, c'est la faute de Zelensky? Qu'est-ce qu'il raconte? Et là, tu te dis oh non, quel monde de merde. Et en 6 mois, tout ce qui a pu se passer depuis. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait vécu un truc. C'est pour ça que je trouve l'histoire très belle. On n'allait pas en demander plus. Et puis c'est bien que. Non, ce que j'ai pas aimé quand même, c'est que. Enfin. Voilà, maintenant, faut qu'on ait. Maintenant, c'est bon, c'est fini. Les Goats, ils ont gagné. Mais maintenant, il faut qu'on soit revénère. Maintenant, il faut qu'on soit en mode on aurait dû gagner. Et maintenant, tu vois, j'ai un pote qui a affiché Gershon qui dunk LeBron. Moi, je vais pas l'afficher parce que tant qu'on sera dans ce truc de quand même, on a presque failli battre les Américains. Tant qu'on a ce complexe d'infériorité, on les battra jamais. On ne les battra que quand on les détestera. C'est notre seule chance en fait de les battre, c'est de ne plus avoir l'envie de. Tu vois, j'ai l'impression que le moment clé de Victor et son dernier moment d'enfance, la dernière fois où j'ai compris que c'était un gamin, c'est quand il pleure dans les bras de Durant et qu'il lui dit t'es mon idole et tout. Et Durant, vu comment il est dur mentalement, je pense qu'il s'est dit ce gamin, il est encore trop soft. Qui ferait ça en fait? Je pense qu'il a dû être touché et se dire à ce rythme-là, il nous battra jamais. Et je pense que, tu vois, j'espère que Durant, j'aurais aimé qu'il lui dise un truc dans l'oreille, genre mais tu chiales, espèce de petite merde, tu vois, pour que là, Wembanyama, ça devienne définitivement le Joker, tu vois. Parce qu'à ce rythme-là, de les admirer, on les battra jamais. Et moi, ça me va si on les bat jamais. Je pense pas qu'ils doivent être battus en tant que nation française. Mais on les a déjà battus, hein. On les a pas battus sur la finale, mais on le refera. Je suis assez sûr qu'on le refera. On le refera bien sûr. Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, je te dis vraiment. Sur une finale, c'est différent, bien sûr. Non, mais si on avait gagné les JO, je te dis que là, tout de suite, le podcast, chacun aurait une cravate sur la tête. Ce serait 6 mois, on s'en serait. Non, mais en vrai, on s'en serait jamais remis. Les gens du basket, on se serait jamais remis de ce truc-là. Surtout vu d'où on venait, quoi. Vu d'où on venait. Mais ouais, dans mes plus beaux souvenirs de sport, les finales perdues à rien, on a été héroïque, que ce soit 2006. Que ce soit 2011 en rugby, que ce soit même la dernière du foot où on était parti pour se faire écraser, finalement ça se finit comme ça. C'est dans mes plus beaux souvenirs de sport en fait. Je suis moins dégoûté. Je suis moins dégoûté quand c'est comme ça. Bon. Ah, c'est beau le sport, putain. On va se faire chier. Ce qui est beau aussi, Théo, c'est Théo, on va le dire, la musique c'est pas mal aussi. T'as un track de la semaine, toi, Théo? C'est un morceau qui t'a touché plus qu'un autre? Ouais, mon morceau de la semaine, moi, c'est un morceau d'un trio. Donc, c'est Alchemist qui a sorti un album avec 2 Chainz et avec Larry June. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé la collaboration Alchemist et Larry June. J'étais moins fan de 2 Chainz, que je connaissais moins bien, mais leur album est très bon. Et le morceau que j'ai beaucoup aimé, moi, il s'appelle Bad Choices. Et c'était vraiment, voilà, c'est le morceau que j'ai le plus écouté cette semaine, je pense. Moi, je vais en sortir un et Urbain, tu vas voir, Théo, il va me dire c'est mon gars, ça, quand je vais lui dire Théo, si je te parle de Fat Ray et Black Milk. Mais Black Milk, c'est mon gars. Waouh. On part à... un acting incroyable. Tu vois, tu vas le faire et tu le fais. On part à Détroit avec deux icônes, des membres du trio BR Gunna, bien sûr, avec Black Milk et Young RJ. Fat Ray, donc, qui sort un nouvel album produit par Black Milk, donc, qui s'appelle Food from the Gods. Et dans cet album, il y a un track avec Guilty Simpson qui s'appelle Kane. C'est rappeux à souhait. On a l'impression qu'on est enfermé au fond d'une cave à Détroit et par malchance, c'est pas la bonne cave. Et voilà, je vous conseille d'aller écouter ce morceau.
Ça s'appelle Kane Fat Ray avec Guilty Simpson. Toi, Urbain? Alors, moi, c'est le très. En fait, j'avais pas compris que c'était forcément le morceau de la semaine. Non, mais ça peut être peu autre importe. chose. Parce que, en fait, là, vous tombez sur une mauvaise période où je n'écoute. Alors, je vois bien que là, c'est beaucoup rap et tout. Et d'habitude, moi aussi, je suis très rap. Mais alors, en ce moment, les nouveautés rap, ça fait 1 an ou 2 ans qu'elles me saoulent. Et même les trucs à l'ancienne. Le dernier truc à l'ancienne cool que j'ai écouté, c'est l'album de Redman à l'ancienne qui est incroyable. Là. Ouais. Mais du coup, moi, maintenant, je suis un vieux. Et en plus, j'ai un peu arrêté le rap. Ça tombe mal. Alors, je vais être à rebours. Je vais. Donc j'ai acheté un disque, un CD, parce que je vous l'annonce ici, CD is back. J'ai été parce qu'il y a eu beaucoup de. Je suis un connard de hipster, regardez des vinyles, j'en ai plein. Tout là, donc j'ai des vinyles. Mais ça y est, ils sont passés à 40 balles les nouveautés vinyles. Donc c'est insupportable. Et je pense que de toute façon, il y en a de moins en moins et il y a toujours une nostalgie des trucs qui reviennent. La VHS est revenue aux États-Unis, ça a coûté beaucoup de pognon. Les petites cassettes reviennent. Et je pense que le CD qu'on a beaucoup décrié finira par revenir. Donc je rachète des CD avant que ça soit recher. Et il y a un groupe de 2005 que j'aime bien qui s'appelle Pinback. Voilà, c'est de la pop indé américaine. Et la première chanson, c'est Non Photo Blue. Et c'est une chanson que je trouve incroyable. Et j'ai dû acheter, je me suis fait infler, je pense, un CD parce qu'il est introuvable ce disque. Donc, j'ai acheté sur Amazon en occasion 15 balles un CD alors que ça vaut 1 euro normalement, mais vu qu'il est rare, voilà. Et en plus, je crois que, regardez ce petit autocollant, on voit pas. Je crois que le gars qui me l'a vendu m'a vendu un truc qu'il a chouré à la médiathèque. Ça fait pas truc de médiathèque, ça? Je me suis fait vendre 17 balles à un gars qui a chouré un truc à la médiathèque en 2005. Je suis dégoûté. Mais Non Photo Blue de Pinback pour être à rebours du hip-hop. Mais j'aurais pu, je suis un grand fan de rap aussi, j'aurais pu, mais c'est vrai que là, vous tombez sur une période où j'en écoute pas du tout. Bah non, et surtout pas de nouveautés, quoi. Ouais, je vais découvrir, je connais pas du tout, donc je vais découvrir ça. C'est pas forcément hip-hop toujours dans culture, je te rassure, ça dépend des fois. Théo, je vous ai jamais vu conseiller un morceau de black metal. Quand on avait reçu WAC, j'avais montré un énorme coffret d'Iron Maiden de CD, justement, c'était plutôt marrant. Ah bah tu vois là, par exemple, je suis pas mal dans Iron Maiden. Bah alors, 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden. Voilà, en ce moment, je me suis racheté plein de vinyles de Maiden parce que pour le coup, j'ai un truc d'autiste qui fait que les CD, je les achète, mais que des années 90-2000 parce que c'est à l'époque où j'avais des CD. Mais les trucs plus vieux, j'aime bien les avoir en vinyle, je trouve ça stylé. Ouais, je comprends. Donc tu t'es acheté Somewhere in Time avec 2 Minutes. Ah non, 2 Minutes to Midnight, c'est sur quoi? C'est Peace of Mind, je crois, ou Power Slave. Peut-être Power Slave. Ouais, je m'en suis acheté 4 là, je suis assez content. Bon. Théo, ton coup de cœur de la semaine? Mon coup de cœur de la semaine, c'est un disque aussi, alors complètement différent. Pour le coup, c'est le nouvel album de Voodoo Game qui s'appelle Fintu. Voilà, sur le label Hot Casa Records. Je l'ai écouté qu'une seule fois pour l'instant. J'aime beaucoup ce que fait Voodoo Game. Celui-ci, il a des ambiances un peu différentes. Si vous connaissez pas, c'est en gros du funk. C'est un mélange de funk, de musique togolaise, d'afrobeat. C'est un petit peu ça leur fond de commerce entre guillemets. Eh ben voilà, ça, je te conseille ce groupe Voodoo Game. Je suis sûr qu'il y a des choses qui te plairont. Et dans celui-ci, il y a des ambiances un peu plus cumbia, donc un mélange avec musique colombienne. Je l'ai écouté qu'une seule fois pour l'instant. Il m'a bien plu, mais je l'ai pas écouté encore à fond. Mais ça, c'est mon coup de cœur de la semaine par principe, Voodoo Game. Ça, c'est cool à avoir en vinyle. Tu vois, ça, je le veux en vinyle parce que vu l'écriture derrière, un peu stylée, puis c'est de la musique cool. Black. Je préfère ça, c'est cool de l'avoir en vinyle. En plus, tout a été réenregistré dans des studios analogiques. Alors, d'habitude, c'est au Togo. Je crois que celui-ci aussi, mais je ne me rappelle plus précisément parce que le chanteur est togolais. Mais ouais, le son est hyper chaud et tout. Enfin, voilà, c'est magnifique, Voodoo Game. J'adore. Bien joué. Alors moi, j'ai regardé, je sais que toi, Théo, tu n'as pas regardé, mais moi, j'ai regardé l'incroyable mariage gitan qu'on appelle encore le All-Star Game dimanche dernier. C'était vraiment un incroyable mariage gitan, comme dans la série qu'il y a sur M6 ou je sais pas quoi, avec on amène la voiture au milieu de la salle du mariage. C'était limite le mariage de Shaq et Kevin Hart. Et tu sais, genre, on a de l'argent, on a pris des joueurs et on les fait jouer pour toi. J'ai pas vu les 20 minutes de pause, j'ai vu le All Possessions, mais quelle blague. Quelle blague, exactement. Et chaque année, moi, ce qui m'intéresse dans les All-Star Games, au-delà du jeu, c'est les paires de sneakers qui sont portées. Et cette année, il y avait le retour d'une paire
mais iconique à bien des égards, qui était sorti en 2012. J'ai fait un papier sur Basket Session à ce niveau-là, sur les grandes paires de l'histoire du All-Star Game, sur une paire qui avait créé des émeutes en 2012. Peut-être qu'en vous montrant la boîte, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est la Foamposite Galaxy qui est ressortie aujourd'hui même, donc on est vendredi. Donc, toi, tu l'as racheté ou c'est celle d'époque? Ça, c'est celle qui vient de ressortir. D'accord, c'est le modèle, donc qui est assez particulier. Hein. Si vous n'aimez pas les Foamposite, vous êtes certainement en train de prendre un Primpéran parce que vous avez mal aux yeux. Mais voilà, donc c'est un modèle qui avait créé des émeutes à la sortie. Alors, on n'a jamais vraiment compris pourquoi en plus ça avait créé des émeutes. Ça a été porté par Rajon Rondo en 2012. Mais surtout, c'était le début de la folie des gens qui spéculaient sur les sneakers. Et il y a même des images d'annonces à l'époque où il y avait un mec qui voulait trader sa voiture pour choper une paire de Foamposite qui se négociait presque entre 5 et 10 000 dollars. Celle de 2012, elle se négociait encore à 2000, pratiquement à 2000 dollars. Et à tel point que Nike a même fait une campagne de pub pour relancer cette chaussure, genre de spécial trade, c'est-à-dire donnez-nous votre trade le plus dingue pour gagner une paire. Donc voilà. Et ça, toi, tu connais, ça fait chuter le price des 2000, le fait qu'il y ait une réédition, ça le fait re-augmenter. C'est toujours pareil, c'est une paire de 2012, donc ça signifie que dans 1 an ou 2, la semelle va commencer à se décoller parce qu'elles ont une durée de vie de 10 ans. Je pense que c'est surtout, au-delà c'est l'objet que tout sneakerhead, une sorte de Graal qui restait là-dedans. C'était une rare paire qu'on ne pouvait pas choper. Et du coup, le fait que je comprends ta question, qu'elle ressorte, alors elle ne ressort pas dans des quantités colossales, c'est quand même dur à choper, mais on peut quand même imaginer que le modèle original de 2012 chute quand même un petit peu, même s'il y a toujours des dingos, des collectionneurs qui vont dire, comme dans les vinyles, moi, il y a une réédition, mais moi, je veux le pressage original de Let It Be et je veux pas la réédition qu'ils viennent de faire avec la pochette dégueulasse imprimée. Mais ça me fait toujours marrer, le petit connard en moi, et puis qui est un peu collectionneur, ça me fait toujours rire que le gars qui a sa carte Pokémon... elle est là et ça vaut 1 million, mais en fait ça vaut 1 million parce qu'on l'a décidé du jour au lendemain. Je sais pas, il y a 10 000 rééditions chinoises et sa merde ça vaut plus que 50 centimes et il est deg. Ça me fait quand même vraiment rire. Donc je me demande toujours s'il y a toujours un truc qui fait que. Mais c'est une bonne question. Ça on le saura d'ici on va dire 1 mois ou 2, de voir si déjà cette galaxie là 2025 prend une certaine cote et si l'autre baisse de facto. Parce que les cotes aussi, ça me fait toujours marrer. Les cotes, moi je crois une cote qu'une fois que tu as dit, enfin que tu as vendu le truc. Parce que tu peux dire que ça vaut ça, et ça vaut ça une fois que ça a été vendu, ça. Oui, c'est ça. Et le gars qui l'a acheté, est-ce qu'il vient pas de se faire enfler immédiatement? Je peux jamais savoir. Donc à voir. Merci au Shop Corner Street à Marseille. Du coup, toi, tu les portes une fois quand tu achètes un truc comme ça qui peut, du coup, tu les portes et tu oui, la valeur directe. Ouais, okay. Moi, je les porte. Je garde la boîte, ça c'est sûr, pour quitte à les revendre un autre jour. Mais moi, j'achète, je porte. J'achète, j'écoute. Je laisse pas sceller en espérant que ça prenne de la valeur. Je suis cono, mais pas foufou quand même. Mais on a un très bon copain là. Il l'a doublé pour pouvoir en stocker une au cas où pour faire un coup. Et voilà. Bon, c'est quand même j'ai la collectionnée. Super rush, quoi, en plus. Ouais, j'ai la collectionnée. J'ai de plein de trucs, donc j'essaie de me calmer. Ouais, c'est ça. On essaie. Ce que je fais souvent, ma technique, quand j'ai une collectionnite, je vais prendre le gars qui a la meilleure collection sur YouTube, qui nous la présente. 1, je comprends que je ferai jamais mieux que lui. 2, je vois que c'est un fou qui a pas fait l'amour depuis 30 ans. Et je me dis, est-ce que tu veux aller dans ce stade-là? De toute façon, tu le dépasseras pas. Et il a pas l'air d'être très heureux. Et il a l'air d'un malade mental. N'importe qui rentre dans sa maison lui dit, mais t'es totalement frappé, mon pauvre gars. Et ça me coupe la collectionnite souvent, quoi, parce que sinon on peut aller loin quand on aime le basket, les maillots, les figurines. Là, j'ai des figurines Tortue Ninja, tu vois, à côté de moi, qui vont coûter une blinde, que je sors pas de leur blister. Mais c'est tu vois, heureusement que je suis déjà marié. Le truc, c'est un repoussoir à meuf, quoi. J'en ai déjà parlé en rigolant à 2-3 filles, des copines qui m'ont dit, mais t'as des jouets scellés chez... Mais vas-y, je te touche pas avec un bâton. Donc bon, voilà. La collectionnette, ça peut être très grave. Les vinyles, j'essaie pas de tomber dedans. Mais putain, c'est... Les stickers, je pourrais être dedans. J'ai acheté des Reebok Pump. Oh, putain, voilà. Ça me fait, ça me fait peur avec tes trucs, là. Je me dis, mon premier réflexe, c'est j'en veux. Non. Bien sûr, c'est ça. Quelqu'un va te la montrer, dire, fais voir. Ouais, elle est quand même particulière, tu vois. Non, mais laisse tomber, t'en as absolument pas besoin. Et le mec te dit que t'en as absolument pas besoin. Et là, dans ta tête, c'est ça qui s'ouvre. Alors, t'es là, tu fais Apple Pay tout de suite. Donc, tu mets
Tu fais du combien? 40? J'ai que du 44. Vas-y. C'est une addiction, c'est une addiction. Je me défends toujours avec ma copine en disant oui, mais pour l'instant, tant que j'y touche pas, c'est comme s'il y avait de l'argent à la banque. Et la banque, des fois, c'est même pas safe. Là, au moins, je sais que le truc, bon, parce que c'est pas non plus de l'argent que tu as acheté. Si tu n'y as pas touché et qu'il y a encore des cons qui sont prêts à l'acheter, c'est comme si tu avais un billet de 40 €, sauf qu'il ne bouge pas. J'essaie de me rassurer comme ça. Mais bon, il faudrait que j'arrête de dépenser. Non, mais tu vois, toi, tu as des vinyles. C'est pas comme si tu as l'argent, tu l'avais jeté. En vrai, ils valent de l'argent. Ça vaut de l'argent. Non, puis en plus, tout est fait pour te tuer, tu vois, la boîte. Le mec, il me l'ouvre, il me fait « Ah, regarde, tu vois, je vois le papier. » Je fais « Oh, mais non, mais laisse tomber. » Genre, le papier change quelque chose, tu vois. Mais oui. Non, mais laisse tomber. Ah, mais ça n'a aucun sens. Et toi, t'as quoi, alors, Urbain? Alors, ce que t'as, moi. Les coups de cœur, moi, je crois qu'il y avait la relique et le coup de cœur, c'est pas pareil? Ouais, coup de cœur, vas-y. Alors, le coup de cœur de la semaine, alors ça va pas du tout être original. Ceux qui n'ont pas vu, bref, 2, allez-y. Il y a tous mes copains dedans. C'est ok, masterclass, trop fort. Et puis le reportage Court of Gold, qui est bien, en vrai. Et Mercato, que j'ai pas vu, mais qui a l'air bien. Voilà, je me permets de vous le dire en avance, à mon avis. Oui, qui a l'air pas mal, ouais, c'est vrai. Pour une fois qu'il y a un film sur le sport qui allait pas mal et que Jamel fait un rôle sérieux, je suis content. Maintenant, ma relique. Ouais. Bon, vous la connaissez, mais j'en avais pas juste avant, j'étais emmerdé. Et le hasard a bien fait les choses. J'ai fait un live avec un de mes énièmes podcasts qui s'appelle Podcastos. Et j'avais un Herbolos qui est venu. Et ça me gêne souvent les gens qui m'offrent des cadeaux, surtout si c'est des cadeaux chers. Donc j'essaie avant de vérifier leur niveau de vie. Quand même, bon là, le gars avait l'air, ça va. Mais il m'a quand même offert un maillot des Lakers. Donc j'étais hyper content. En XL, parce qu'il ne me respecte pas. Et voilà, parce que M, ça me fait là, tu vois, la semaine dernière on m'a offert un pull et c'était en M. Là je dis là tu me respectes trop. Mais donc voilà, si vous voulez m'offrir des choses, c'est en L quand même, un peu gros mais pas trop. Respectez-moi. Mais donc je me dis il m'a offert un maillot des Lakers. Je dis magnifique, neuf et tout. Et après je vois numéro 9, je me dis c'est qui numéro 9? Et ce connard m'a trollé et m'a offert le maillot de Bronny James, un truc mais immétable. C'est parce qu'en fait on en avait parlé dans Airball, j'avais halluciné que les Américains ne sont pas du tout comme nous, ils en ont vendu 500 000. Bien sûr. Là-bas, nous, on le tacle en mode on espère qu'il va être nul, ça nous fait marrer et tout. Il y a plein d'anti-Lebron. Et là-bas, ils sont comme des oufs. Cette histoire du père-fils, ça marche beaucoup plus qu'avec nous. Ils n'ont qu'une hâte, c'est que Bronny soit bon. Et en vrai, j'ai vu ses stats et il est meilleur que certains. En G-League, il a des meilleurs stats que des mecs draftés devant lui. Donc, c'est pas autant un bust que ce qu'on disait. C'est pas que une blague. Ça me ferait plaisir aussi pour LeBron, qu'il nous fasse un petit, je vous l'avais dit. C'est peut-être pas le futur LeBron, mais il est bon. Ça serait vraiment correct, quoi. Mais en vrai, du coup, ça me fait trop rire parce que c'est vraiment le symbole de Airball. Un an après, un gars m'achète un maillot, c'est dingo, quoi, qui vient m'offrir un podcast live. C'est de mon équipe préférée et de la ville de ma femme. Et il y a quand même une blague derrière que c'est celui de Bronny James. Donc il y a tout, quoi. Et ça représente totalement Airball. Donc ça, c'est une relique. Il m'a filé le ticket en disant tu peux l'échanger. 119 balles quand même, j'ai un peu hésité, mais j'ai hésité quoi, une seconde parce qu'en vrai, c'est voilà, les trucs qu'on peut vivre avec un podcast, c'est assez dingue. Vous le voyez que les gens, moi je vois bien avec le même stand-up ou des vidéos sur Montreux ou même Topito, c'était beaucoup de gens qui me voyaient sur Topito, mais c'était assez. Des fois, ça faisait des vidéos à 10, 15 millions de vues, mais c'est des gens, ils te voient comme ça, ils savent même pas ton prénom et tout. Avec le podcast, des fois, c'est 5000, même des fois 2000 personnes, mais t'es dans leur vie, quoi. Et tu crées une connexion avec eux qui est assez folle. Et ça, cette relation que tu peux avoir avec le public, moi, j'ai été le gars qui à l'époque, c'était un YouTuber qui faisait des vidéos sur Street Fighter. Le gars, pour moi, c'était une star, mais en fait, il avait même pas 5000 abonnés. Et j'étais allé à une convention lui offrir un t-shirt d'un truc que j'avais fait pour lui, tu vois. Et donc, j'ai été ce gars qui fait ça. Donc, que moi, je sois au stade où maintenant, c'est mon métier sur Internet et des gens font ça pour moi, c'est une réussite. Je te dis pas que je ne veux pas les millions de Gad Elmaleh, mais je suis déjà très, très, très heureux de ce que je fais. Et moi, j'ai créé mes propres blagues. Donc ouais, ça, c'est vraiment une relique. Mortel. C'est très, très, très cher à mon cœur. Même si c'est immétable, un maillot de Bronny James, putain, la honte d'avoir James Jr. Ça dépend. Moi, je peux être un peu. Moi, je peux être un peu partagé dans le sens où si je vois un mec avec un maillot de Bronny, soit je me dis c'est le plus gros basket X de l'histoire, et jamais je lui parle, soit je me dis c'est un génie et c'est potentiellement mon meilleur ami, quoi. Donc, j'avoue que c'est un peu marrant quand même. C'est un peu marrant. J'ai hâte de le mettre à la Oops Factory. Bon, moi, ma relique de la semaine, c'est vu qu'on a parlé de USA Basketball, moi j'ai sorti un maillot d'échauffement USA Basketball.
Voilà. Voilà, ça me fait rêver, ça. Et puisqu'on parle de numéro 9, voilà, avec le gros patch derrière. Donc, voilà, alors ça, moi, si je peux me permettre, j'espère que tu joues pas au basket parce que ça m'a quand même toujours fait rire. Jamais, des gens de mettre ça. sur des playgrounds qui ont Jamais. le maillot du plus grand joueur de tous les temps. Respecte-toi, prends un maillot de Rajan Rondo, de Boris Dio, un joueur bon, mais d'où tu arrives sur un playground. C'est interdit. Surtout, alors en plus, toi qui connais les États-Unis, c'est interdit. Short NBA, à la limite, tu as le droit. Mais un maillot, quel que soit le joueur, même si tu mets Alex Caruso, Dillon Brooks ou Dalton Connect, c'est impossible. Ah ouais, non, bah nous, on met toujours des maillots à la hoops, tout le monde a son maillot, quoi. Mais c'était juste que enfin voilà, j'aurais eu du mal à taper un foot avec un maillot de Zidane. Il y a quand même une legacy. Il y a un respect quand même pour les personnes. J'imagine Zizou passer devant moi, qui marche sur le ballon, qui fait non, là c'est pas bien, là faut respecter un tout petit peu, quoi. Mais le maillot de Yuri, à la rigueur de Yuri, mais pas. Donc ouais, mais respect à tous ces gens en surpoids qui vont mettre des airballs avec le maillot du plus grand joueur enfin plus grand joueur. Deuxième apparemment, j'ai dit pendant tout le podcast. Mais toi Théo, t'as quoi comme relique cette semaine? Allez, bah moi j'ai un film, alors je sais pas du tout si vous le connaissez, ça s'appelle Fear of a Black Hat. C'est très peu connu, c'est l'une des meilleures parodies que j'ai pu voir sur le hip-hop. Alors c'est sur le parodie du hip-hop des années 90, où tout le monde s'en prend plein la tête, autant les gangsta rappeurs que les rappeurs à la cool, mode de la soul, ou les avec Chris Rock Pro-Black. Non, il n'y a pas Chris Rock. On a vu avec Chris Rock une parodie de rap des années 90 qui était vachement bien. C'est CB4, celui dont tu parles. C'est celui-là que j'ai vu. Ouais. Avec a eu une beaucoup plus grosse distribution, avec une BO vraiment cool. Mais celui-là, il est très peu connu. Si vous, je sais pas, j'imagine que ça se trouve peut-être sur YouTube ou autre, mais ça m'avait fait mourir de rire à l'époque. C'est Fear of a Black Hat, donc jeu de mots avec l'album de Public Enemy, Fear of a Black Planet, bien sûr. Mais voilà, c'est ma relique de la semaine. Ça m'intéresse. Eh ben, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai choisi ça pour cette épisode. Alors que ta paire de sneakers à 2000 balles, hein, on n'a rien à foutre. 2012. Dans laquelle tu rentreras même pas. Ah bah ouais, c'est sûr, impossible. Non, en plus elles sont belles. J'avoue que moi j'aime que les sneakers des années 90. Souvent, hein, j'aimerais m'intéresser aux nouvelles pompes. J'aimerais être le gars qui achète la dernière, mais c'est vraiment sans nostalgie aucune. L'œil est pas, j'arrive pas à les aimer, quoi. Bah là, je me rends compte, je vais dans un Footlocker et j'aime que les pompes que j'aimais déjà, quoi. Enfin, là, c'est la pompe de Peignard d'Away que tout le monde connaît, donc ça reste une valeur sûre. Merci Urbain en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Plaisir. C'est trop cool. On retrouve Airball chaque semaine sur YouTube, tous les lundis sur YouTube et sur toutes les applications. J'espère qu'on aura convaincu quelques nouveaux. Écoutez, c'est pas des analyses très fines de basket, comme vous le voyez, on n'a pas de prétention journalistique. Souvent, il m'est arrivé de demander à Axel, mais au fait, au bout de 3 épisodes, je dis mais c'est quoi au fait un free ND? Donc là, j'ai perdu toute ma crédibilité. Donc, c'est vraiment le retour de la communauté basket et vous, qu'un média comme vous m'invite, ça me fait vraiment hyper plaisir. Voilà. Eh ben écoute, sois le bienvenu pour revenir quand tu veux. On parlera du titre des Lakers à la fin de l'année. On en parlera avec grand plaisir. À très bientôt. Salut. À très bientôt. Ciao à tous. Salut.